Eh bien écoutez, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui ici à l'université qui nous accueille pour cette quatrième rencontre. C'est la quatrième fois qu'on organise une rencontre Grand Témoin. Cette rencontre est organisée dans le cadre des parcours culturels scientifiques. C'est un dispositif qui est soutenu par la région Basse-Normandie, qui est réalisé en partenariat avec le rectorat et donc piloté par Relais de Sciences. Relais de Sciences, qui est le centre de culture scientifique de Basse-Normandie et qui a vocation à organiser ce type de manifestation. Voilà, comme aujourd'hui, une conférence. Il se trouve qu'à l'étage, juste au-dessus de nous, il y a aussi une trentaine de personnes qui travaillent et essaient de fabriquer des machines. Ce matin, César Arada, qui est ici présent, était avec eux. Donc voilà, des conférences, des rencontres, pas mal de choses, et puis surtout un bâtiment qui pousse sur la presqu'île de Caen, où il va se dérouler pas mal de choses dans les temps à venir. Donc aujourd'hui, on est ici pendant 2 heures. On est en présence de César Arada, à qui je vais bientôt laisser la parole. César Arada, à qui c'était un petit peu difficile quand on a préparé cette rencontre parce que vous voyez, ici à l'écran, il a fallu mettre un nom en fait en dessous César Arada, dire ce qu'il était. Et quand il a fallu dialoguer avec Numérique, qui sont les personnes qui filment tout ici, j'ai pas trouvé d'autre mot que inventeur en fait. Donc je lui ai dit ce matin, voilà, je vais te dire César Arada, inventeur. Est-ce que c'est un bon terme ou est-ce que c'est un mauvais terme? C'est pas important pour moi. C'est bien. Ça dit suffisamment de choses de qui vous êtes et de votre parcours peut-être. Si vous aviez à dire en 2 mots, au-delà de inventeur, comment vous vous définissez au-delà d'inventeur? J'ai fait des études de design, maintenant je suis entrepreneur aussi, et ce qui est vrai autant qu'inventeur, je pense, c'est environnementaliste. Je fais les choses pour l'environnement. Donc on va discuter 1 heure, 1 heure et demie avec vous. Mais avant cela, en fait, comme c'est un petit peu la coutume sur ces rencontres, on va inviter des élèves à monter sur scène, des élèves du lycée Dumont d'Urville, qui ont travaillé en amont justement de cette rencontre pour vous proposer un atelier, quelque chose qui se déroule en ce moment normalement dans les rangs. Ils vont nous expliquer ça. Donc j'appelle Solveig, dans l'ordre, Grégoire, Léa et Julie, à qui je vais laisser la parole. Donc merci de les applaudir parce qu'effectivement, voilà, prendre la parole comme ça devant 400 personnes, c'est toujours très facile. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du crowdsourcing. Nous sommes des élèves du Dumont, en effet. Nous sommes en seconde. Et donc moi, je m'appelle Solveig. Voici Grégoire qui va vous laisser cogiter sur le sujet. Léa qui va vous proposer une expérience. Et ensuite, tous ensemble avec Julie, nous allons donner des exemples concrets. Et nous poserons enfin des questions à César Arada pour qu'il enchaîne sur sa conférence. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le crowdsourcing? Donc c'est le rassemblement des connaissances et du savoir des internautes pour créer ou proposer des innovations. Donc on va se poser la question, en quoi le crowdsourcing peut-il faciliter le travail de la recherche et ou de l'innovation? Donc tout au long de notre intervention, on va vous éclairer sur le crowdsourcing. Donc l'image derrière moi, il y a une image et je vous propose d'y réfléchir. Alors, je vais vous proposer une petite expérience tous ensemble. Donc déjà, est-ce que tout le monde a le petit papier qu'on vous a donné à l'entrée? Sinon, manifestez-vous qu'on vous en donne un, c'est assez important. Levez la main. C'est bon, tout le monde là? Alors là, on a un retardataire qui n'a plus un petit papier. Il faut bien lever la main. Le monsieur là. T'inquiète. Si. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre petit papier, il y a une masse de points noirs, quelques points verts et quelques points rouges. Je vais vous demander de compter séparément les points rouges des points verts et de noter au dos le nombre que vous aurez obtenu. Séparément, vous notez le nombre de points verts et le nombre de points rouges.
Je sais pas, je le vois. C'est bon, il y a tout le monde là. Non mais t'inquiète, c'est bon. T'inquiète. C'est bon, je peux... C'est bon, tout le monde a compté? Les personnes qui ont terminé, je vais vous demander de faire passer votre feuille aux élèves situés en bout de rang ou dans votre zone, s'il vous plaît. Alors les élèves qui ramassent, levez la main, ceux qui sont... Voilà. Donc vous avez des élèves qui lèvent la main, faites-leur passer les petits papiers. Cool. Merci. Bien, franchement, ça va. J'ai oublié un truc. Moi j'aime beaucoup parce que pour la première fois le spectacle est dans la salle en fait, sur une conférence, donc c'est assez agréable. Ouais, c'est nous les spectateurs en fait. Comment? Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. Au pire, je sais pas si. Non. Après, tu vas venir à Matpo. Je sais que je suis après Julie, faut pas que je... Oui, mais t'es pas vraiment là. Non, deuxième fois. Je sais pas si tout le monde a terminé. Oui, après, Bien, pendant que les derniers transmettent peut-être en silence, on va... donc, les élèves en haut vont, vont compter tous vos résultats et ensuite nous aurons un nombre que vous aurez obtenu et le nombre réel. On va comparer ces deux nombres et voir si vous avez réussi à trouver le nombre réel. Je vais demander à Colin de m'amener les résultats. T'as pas fini? Quelques minutes. Colin, c'est son heure de gloire. Alors c'est vrai que si les personnes qui doivent faire la somme calculent moins vite que les participants, est-ce que vous avez anticipé ça? Parce que Colin et Enzo, c'est pas assez de personnes pour compter tous. Ils auraient dû en mettre plus. T'as bugué? Comment? Bah non, on n'a rien. Alors, en attendant les résultats, Donc je vais aussi expliquer à quoi a servi cette expérience. Donc si je l'avais fait toute seule pour environ 10 secondes pour compter à chaque fois sur une feuille, j'aurais mis, vous avez combien, 300 là? J'aurais mis une trentaine de minutes environ. Alors que là, comme vous pouvez le voir, ça a pris 2 minutes, c'était super rapide. Donc c'est un assez gros gain de temps. On s'en bat les couilles. Et par contre, on s'en bat les couilles, t'as entendu. Tu me dis, on s'en bat les couilles, t'as entendu. C'est toi juste après. Ouais. C'est ça. Mais grave, je crois que j'ai fait.
toujours pas. D'accord. Donc s'il vous plaît, on va enchaîner sur les exemples en attendant les résultats. Donc je vais passer le micro à Julie. Bonjour à tous. Donc en premier, je vais vous parler de l'exemple de Zooniverse. Donc c'est un outil qui permet de répertorier les galaxies. En fait, quand nous allons sur le site, nous disposons d'une image avec, donc comme vous pouvez le voir à gauche, il y a une image, une photographie de galaxie. À droite, nous avons 3 modèles où il y a marqué une spirale, par exemple, ou autre. Donc c'est vraiment des thèmes pour les répertorier. Et comme nous pouvons le voir, l'exemple que nous venons de faire, si le scientifique l'avait fait tout seul, à répertorier toutes les photographies des galaxies, il aurait pris des jours et des jours, que si chaque jour, chaque personne fait une image, ça irait beaucoup plus vite. Donc je vais passer le micro à Solveig. Donc moi je fais les herbonautes. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, il est censé y avoir une image, enfin une photo assez vieille. Enfin, voilà, comme vous pouvez le constater. Et il y a, là on voit pas bien sur la photo, mais normalement il y a des petites annotations que l'on ne peut pas lire à l'ordinateur, que l'ordinateur ne peut pas traiter. Donc le principe c'est de pouvoir, que chaque internaute puisse regarder, jeter un coup d'œil, tenter de savoir d'où vient l'image et ensuite de pouvoir classer. C'est comme Zooniverse en fait. C'est dans un objectif de gain de temps. Donc le prochain exemple, ça va être sur les Lego. Donc en fait, Lego a eu l'idée de proposer aux consommateurs de proposer leurs idées ou leurs innovations. Si cette idée est admise par 10 000 personnes, ils s'engageront à éditer le jeu ou à le créer pour l'éditer, quoi. Donc quatrième exemple, donc c'est Caen qui organise ça. Donc en fait, ça s'appelle Jardin Papillon. Et en fait, c'est un site qui travaille sur la biodiversité dans les régions. Et donc là, c'est par rapport aux papillons. Donc il vous demande de vous inscrire et il vous propose une carte d'identité, comme vous pouvez voir au-dessus. Dès que vous voyez un papillon qui se situe sur la carte d'identité, vous allez sur le site, vous notez quel papillon vous avez vu dans la zone. Et comme ça, on peut voir quelle sorte de papillon se trouve dans quelle zone. 5e et dernier exemple. Donc, la célèbre marque d'automobile Volkswagen a demandé aux consommateurs de proposer des idées pour créer un nouvel modèle de voiture. Donc voilà ce que ça a donné, vous pouvez le voir en haut. Ça a donné un concept car, et ce concept car n'a pas été mis en vente, mais il a été exposé au Salon de l'Auto 2013. Donc maintenant, on va passer aux questions, les résultats. Colin, est-ce que tu as les résultats? Après? Ok. Bon, on va passer aux questions à César et Rada. Donc, comment vérifier les données récoltées et quelle confiance avoir en elles? Très bien. Alors, il y a ce qui permet d'augmenter la précision dans le nombre de ces expériences, comme vous expliquez, c'était la quantité. Et j'ai un exemple concret à vous donner. Par exemple, dans le golfe du Mexique, quand il y a eu la marée noire, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts. Mais par exemple, il y a le pétrole qui arrive sur la côte et il va y avoir un oiseau qui va être touché par le pétrole et qui va mourir sur place. Il y a une première personne qui va avec un téléphone portable et qui va faire une première photographie de l'animal qui est mort. Et donc sur le site, il va utiliser son téléphone portable, monter l'information avec plusieurs informations qui sont des meta tags, si vous voulez. Donc il y aura la photographie, mais aussi le lieu où ça a été pris, donc un tag GPS, et aussi un timestamp, donc à un moment où ça a été pris, et une description. Et donc en fait, si une autre personne vient et prend la même photo du même animal, dans la base de données, on aura 2 animaux.
Donc on va dire qu'il y a 2 oiseaux qui sont morts. Et donc si on est dans une zone où il y a beaucoup de personnes pour venir vérifier la même information, il ne faut pas qu'on ait 100 personnes et avoir 100 fois le même animal qui est mort, n'est-ce pas? Donc en fait, on augmente la fiabilité de l'information. Donc on va dire qu'on est sûr à 100% que cet animal est bien mort à cet endroit. Et donc pour pouvoir croiser ces informations, on va pouvoir croiser non seulement la photographie, mais aussi le lieu, le timestamp et le geotagging. Et donc ça permet comme ça d'augmenter la fiabilité de l'information. L'autre layer qui est important, le niveau qui est important, pardon, c'est aussi de pouvoir augmenter la fiabilité des personnes dans ce réseau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir soumettre des informations souvent, et donc des personnes vont avoir un avis qui va peser plus lourd entre guillemets que d'autres. Des personnes qui vont être plus fiables ou moins fiables. Et donc comme ça, en croisant toutes ces informations, on va pouvoir construire une base de données avec un index de fiabilité sur chacun des points. Et après, on va pouvoir faire une moyenne de ça et évaluer la fiabilité de l'ensemble du set. Voilà. Si peu de personnes vont voir justement ces animaux dans le golfe du Mexique, on ne peut pas vraiment parler de gain de temps? Y en a-t-il vraiment? Il y a un gain de temps qui est énorme, mais ce qui est encore plus important que le gain de temps, c'est à mon avis ce que vous parlez quand vous parlez d'intelligence. C'est-à-dire que vérifier une information, c'est important, mais à mon avis ce qui est encore plus puissant, c'est d'accéder à des informations qu'on n'aurait pas eues avant. Donc, par exemple, dans le cas du golfe du Mexique, il y avait donc, le logiciel dans la boîte dans laquelle je bossais qui s'appelait Ushahidi. Il y avait des informations qui étaient collectées par les satellites. Donc ça, c'est des informations que les entreprises de satellites avaient accès. Il y avait des informations qui étaient récupérées par le gouvernement en faisant voler des avions ou en travaillant avec les réseaux gouvernementaux pour récupérer des informations. Mais il y a tout un autre niveau d'information qui n'était pas accessible au gouvernement parce que c'est des indicateurs que le gouvernement ne prenait pas en compte. Par exemple, l'odeur. Quand il y a le pétrole qui est arrivé sur la côte, le gouvernement va se fier aux images du pétrole qui arrive sur la côte, c'est une information qui est fiable. Mais une autre information qui n'était jamais prise en compte, c'était l'odeur, la puanteur du pétrole qui arrive sur les côtes. Et ça veut dire qu'on pouvait aussi prévoir plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance que le pétrole allait arriver, parce qu'on le sentait arriver. Et ça, c'est le genre d'indicateur qui n'aurait jamais été pris en compte. Après, d'autres indicateurs aussi qui étaient très difficiles de croiser, comme les indicateurs de santé. Donc les gens tombent malades aussi plusieurs jours en avance ou parfois plusieurs mois après les événements. Donc comment tracer et comment corréler les informations de santé avec l'impact environnemental? Avant, c'était très très difficile de croiser ces informations et on avait ces résultats que des mois, voire des années après. Mais le fait d'avoir ces informations tout de suite permettent d'envoyer les soins médicaux aux gens qui en ont besoin tout de suite, ou encore mieux, d'anticiper et d'envoyer les soins médicaux avant même que les gens tombent malades. Donc c'est là où, à mon avis, on peut vraiment parler d'intelligence, c'est quand on accède à de nouvelles informations et quand on croise les informations de manière qui crée une nouvelle valeur. C'est là, à mon avis, on crée quelque chose de nouveau. Troisième question. Donc, est-ce que le crowdsourcing, ça peut concerner toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas scientifiques? Alors, j'ai envie de dire, justement, le crowdsourcing, c'est ce qui permet encore plus aux gens qui n'ont pas d'éducation nécessairement dans ce domaine de contribuer. Et sans complexe, de ne pas avoir de connaissances dans le domaine, au contraire, parce que l'ignorance est une composante importante de la fabrication de la connaissance. C'est-à-dire que quand on va faire une expérience, les scientifiques vont avoir une tendance à prévoir A, B ou C, par exemple. Mais la réalité d'innovation, c'est que la vraie innovation, c'est D, E, F, G, etc. Et que ces accidents, ces anomalies, en fait, dans les signaux, proviennent surtout d'erreurs. Et donc, en multipliant les erreurs, on multiplie la chance de créer de l'innovation ou d'identifier des anomalies qui sont en fait peut-être des révélations de vraies tendances. Donc, c'est plus que intéressant d'avoir des gens qui ne sont pas compétents, qui viennent travailler dans ce domaine. C'est, à mon avis, nécessaire. Ça devient une nécessité dans un contexte où on a besoin d'une accélération du développement technologique. Si on pouvait continuer à développer la technologie juste en suivant les tendances et en utilisant les cerveaux existants, alors on continue comme on a toujours fait. Mais si on veut accélérer l'accès à la connaissance, il faut multiplier la connaissance par l'ignorance. Ouais. Et comment on peut adapter pour les personnes qui ne connaissent pas ces sujets?
Vous dire les outils ou... Oui, enfin, les personnes non scientifiques, elles ne connaissent pas les choses scientifiques. Comment on peut adapter pour elles pour qu'elles puissent comprendre? Mon expérience, c'est de se jeter à bras le corps dans la réalité des problèmes. Mais ça, c'est juste mon avis. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je n'ai pas un bagage scientifique forcément qui est très développé. Je n'ai pas fait des études scientifiques. La manière dont j'ai souvent pas résolu le problème, mais je me suis intéressé à trouver des méthodes de résolution de problèmes, c'est me jeter dans le problème, donc aller directement là où il y a des difficultés. Bon, par exemple, il y a des problèmes qui sont plus compliqués et dangereux que d'autres. Par exemple, si vous voulez aider à résoudre la crise de Ebola, peut-être que c'est pas très sage d'aller au milieu de la crise pour... Mais par exemple, dans la marée noire, le danger physique était moins important, à mon avis, que le gain qu'on pouvait avoir à être exposé et à comprendre cette crise. Voilà. Donc, à mon avis, pour revenir à la question précédente, quand on étudie dans l'université, on est souvent détaché du sujet qu'on cherche à adresser. Quand on n'a pas un bagage en sciences et qu'on a l'opportunité d'être dans le terrain, on peut vraiment aider les scientifiques. Et si on peut se faire le pont entre la théorie et la pratique, c'est une place absolument cruciale aussi. Enfin, dernière question, est-ce que le crowdsourcing est un travail non rémunéré transféré de l'entreprise vers le consommateur? Alors, en anglais, il y a un grand débat sur cette question qui a débouché dans la dernière discussion à laquelle j'ai participé en différenciation entre le crowdsourcing et le crowd harvesting. Crowdsourcing, c'est on prend la source et on refait remonter l'information et les gens sont impliqués vraiment dans le process. Donc c'est la source, et le crowd harvesting, c'est-à-dire qu'on laisse les informations pousser et on fait juste les récoltes. Donc il y a une opposition sémantique, mais aussi une position on parle d'argent là si je comprends, où il y a d'un côté des gens qui sont impliqués dans le travail et donc qui sont aussi rémunérés, alors d'autre les côtés où les gens sont uniquement utilisés comme une ressource et leur travail n'est pas rémunéré. Moi personnellement je suis plus en faveur du crowdsourcing dans le sens où il faut qu'on trouve un moyen de rémunérer les gens qui participent au projet. Parce que je pense que c'est plus durable. C'est-à-dire que si les gens sont éternellement réutilisés et pas rémunérés, ils n'ont pas d'encouragement pour continuer. Et donc, si on intègre ça dans une réalité économique, si on veut que le crowdsourcing soit une méthode durable de travail, il faut que ce soit doublé, que ce soit aussi un cycle économique à mon avis. Et c'est pour ça que moi j'ai créé une entreprise qui travaille avec ces techniques et non pas une organisation non-profit. Et c'est pour la raison pour laquelle je suis aussi en faveur des transferts de ce genre de capacités qui étaient normalement des questions d'État. Donc c'est l'État qui va chercher à protéger la population, presque sur une privatisation, dans le sens où les citoyens ne soient pas juste utilisés comme des statistiques, mais qui fassent partie de mouvements entrepreneuriaux et qu'ils aient le profit de leur information. Parce que notre information nous appartient. Et ça, c'est vraiment, ça dépend du cadre politique dans lequel on est. Peut-être qu'en France, ça marcherait mieux encadré par l'État. En Chine, enfin à Hong Kong et aux États-Unis, à mon avis, ça marcherait mieux avec la société. Mais c'est mon opinion là-dessus. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a des risques pour les employés? Les employés qui ont... Pas les personnes qui participent au projet dans n'importe quel domaine. Je vais prendre un exemple pour revenir à ce que vous avez fait comme expérience à l'instant. Donc, par exemple, s'il y a une personne dans la salle ici qui a complètement raté la mesure de points verts et la mesure de points rouges, j'imagine que vous n'allez pas chercher à identifier cette personne, donc cette personne ne va pas être virée, n'est-ce pas? Alors que s'il y a un employé qui fait vraiment de la merde, on va être viré tout de suite. Donc, entre guillemets, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, ça protège l'individu, mais d'un côté, ça ignore aussi la brillance. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va mesurer les points et qui va mesurer avec une parfaite précision tous ces points,
il va être très difficile de distinguer cette personne dans la masse. Donc, alors ça c'est encore un autre niveau. Est-ce qu'il faut que le crowdsourcing il soit doublé donc, d'une mesure économique? Ça c'est la première question que vous me posiez avant. La deuxième c'est, est-ce qu'il faut que cette mesure économique soit calquée sur les capacités des personnes? Donc si quelqu'un est très bon, est-ce qu'on les récompense? Et ça, après, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire qu'après, on revient sur des questions de philosophie matérialiste, marxiste. Donc, après, c'est un débat philosophique et de société. Donc, est-ce qu'on encourage l'excellence ou est-ce qu'on encourage plus la solidarité? Donc, ça, c'est une question de fond de société. Ouais. Merci beaucoup pour ces questions. Juste, nous avons eu le résultat pour le petit exercice. Je vais le marquer. D'accord. Alors, le résultat obtenu est de 2057 points rouges et 1436 points verts. Et les résultats réels de points rouges est de 244 et 2044, pardon, excusez-moi. 2044. Vous êtes tous virés. Il y a 100%, il y a 1000% de différence. Désolée. Et le résultat réel de points verts est de 1963. Donc, comme on peut le voir, on a eu un gain de temps assez important, mais il y a quand même un pourcentage de risque. C'est pas forcément vrai, mais on a eu quand même un sacré gain de temps. Donc, c'est quand même que du positif. Merci beaucoup. Bien, merci pour cet exercice, effectivement. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir emmené du coup cette expérience jusqu'au bout. Vous allez continuer à être sollicité pendant cette rencontre, parce que voilà, donc je pense que César Arada vous questionnera aussi tout au long de la rencontre. C'est maintenant lui qui va prendre largement la parole. On va juste s'assurer qu'en termes de... D'accord, je meuble, c'est parti. Et donc, comme on me racontait, donc là apparemment il y a un problème de code secret d'ordinateur de César Arada qui va piloter tout depuis la scène. Donc on est en train de caler ce petit code secret, mot de passe et qui semble ne pas être bon. Donc je vais l'attendre et je vais essayer de meubler d'ici là. Vous n'êtes pas sur la bonne... On l'entend en plus, donc il pourrait faire la rencontre depuis la régie. Là, vous appuyez sur play et après c'est la flèche. La flèche droite. Ah oui, bien, du coup, pendant l'heure qui arrive, en fait, la proposition qu'on a fait à César Arada, en fait, c'est moins que de nous faire un exposé scientifique, c'était de nous parler de son parcours. Effectivement, comment on arrive à avoir une carte de visite ou un titre qui apparaît avec marqué inventeur, alors qu'à la base on n'est pas inventeur ou qu'il n'y a pas de filière pour être inventeur et qu'il n'y a pas de diplôme justement qui dit qu'on est inventeur. Quel choix on fait au long d'un parcours, quelles sont les rencontres que l'on fait, quelles sont les questions scientifiques, mais pas que l'on se pose dans un parcours qui vous amène justement à être ici aujourd'hui, alors qu'hier vous étiez en train de discuter avec des personnes en termes de ressources humaines pour gérer des entreprises de milliers de personnes. Donc, je vous laisse la parole et puis entamer sur ce propos. Merci beaucoup à Relais de Sciences de m'inviter. J'ai fait une présentation, c'est la première fois que je fais une présentation aussi personnelle, parce que d'habitude je parle de sujets plutôt techniques et donc c'est un petit peu embarrassant. Vous êtes quand même beaucoup dans la salle, mais bon, ça va être assez intime, la manière dont je présente. Alors, c'est pas du tout les bonnes slides. J'espère que je pourrais... Est-ce que je pourrais avoir la première slide, s'il vous plaît? Il y a des petits problèmes techniques. Moi, j'ai un Mac, ils sont en PC. Ah, voilà. OK. Et là, magie... Jusque-là, c'est bon. Est-ce que les slides vont passer? Ça marche, ok. Bon, super. Il faut que je vienne jusqu'ici pour que je puisse passer là. Alors, d'abord, je voudrais passer un hommage pour Antonio Fischietti, qui avait parlé sur cette scène, enfin pas cette scène exactement, mais dans un événement de Relais de Sciences en 2012. Et comme vous savez, c'était un événement, donc Charlie, ou Ahmed, ou je suis Mohamed, ou je suis Ahmed, selon
selon la manière dont vous regardez l'événement. Et voilà, donc peut-être je fais une présentation et dans 2 ans, tous les gens de mon équipe vont être tués. Enfin, donc je pense que c'est un moment important pour moi, et aussi par respect, par ce qui s'est passé pour Charlie, de leur rendre hommage. Et aussi, pour moi, ça m'a encouragé dans la préparation de cette présentation d'être le plus honnête, d'être le plus humble et le plus honnête possible avec vous. Et quand je vous parle de la présentation, en fait, j'ai commencé à structurer cette narration et ces choix à peu près à partir de votre âge quand j'étais au lycée, en fait. Donc, je vais vous raconter en fait les choix que j'ai fait à partir de mes 16 ans, 17 ans, et comment ça m'a amené aujourd'hui à être sur cette scène. Alors, voilà, donc la question c'est vraiment par rapport à Charlie, c'est un peu extrême, mais si les gens de Charlie sont morts, il y a plein de raisons, il y a des raisons d'extrémisme aussi, mais moi ce que j'observe c'est quand même des gens qui ont vécu leurs rêves. Ils ont défendu leurs idéaux, leur idée de liberté d'expression, et ils l'ont fait ardemment, parfois de manière irrévérente ou grossière ou vulgaire. Ça a blessé d'autres personnes, mais ils ont vécu quelque chose de fort dans leur vie et ils ont porté leur message. Ça leur a coûté la vie. Mais en attendant, de leur vivant, ils ont partagé avec nous beaucoup d'humour, des idées, nous ont permis de désamorcer aussi beaucoup de tensions dans nos sociétés, de prendre avec humour ce qui est souvent fait appel aux armes, ce qui est finalement fini par être arrivé par les armes finalement, mais je pense que ça a évité beaucoup d'armes autrement. Alors voilà, donc ça va être interactif, ça va être des questions A, B ou C. Donc je vais vous mettre face aux choix auxquels j'ai dû faire face moi-même, et donc je vais vous demander de lever le bras A, B ou C. Donc ça va être un peu interactif, un peu aussi comme on a fait pour le crowdsourcing. Donc vous allez souvent lever les bras. Ok. Alors je vais vous parler très rapidement de mon background, de mon éducation. Donc mes 2 parents sont dans la salle, ils sont là devant, Annie et Tetsuo Harada. Mon père est japonais, ma mère est française. Je suis né en 1983 à Bayonne, dans le sud de la France. Et j'ai grandi ensuite à Évry-Courcouronnes, dans la banlieue parisienne, dans le 91. Ensuite, on est arrivé à Paris, dans le 11e. J'ai grandi un peu à Saint-Malo, donc pas très très loin d'ici. Et puis après, je suis arrivé au collège Stanislas, donc c'était retour de la nature et le bord de mer jusqu'à dans un endroit parisien très strict qui me plaisait pas trop. Mais bon, je vais venir le plus vite possible. Donc ça, c'est le mariage de mes parents. Voilà. Ça, c'est Bayonne, là où je suis né. Les vrais Courcouronnes, la cité. La cité corsaire. Pas le même genre de cité. C'est assez sympa. Et puis le collège dans un endroit très, très strict. Alors la première question, c'est quand j'ai eu 16 ans, donc j'étais au collège Stanislas, donc c'est un très bon collège. On m'a dit, voilà, moi j'étais bon en dessin et j'ai dit que je voulais être artiste. Et donc la réponse tout de suite des profs, c'était t'es un artiste, donc tu vas être un alcoolo, un drogué, tu vas rien faire de ta vie. Alors, quelle serait votre réaction? A, vous direz, ok, en fait, bon, c'était vrai, je buvais, je fumais déjà. donc là. Donc qu'est-ce que c'est la réaction à avoir dans ce cas-là? Votre réaction, c'est ok, le prof il a raison, il m'a vu fumer une clope dans les toilettes et il m'a vu boire un coup pendant l'heure de colle. Bon, ok, j'avoue. Et je continue. Ça, c'est option A. Qui lève la main pour l'option A? Ok. Ok, bon. Option B, je dis le prof, je les emmerde, je vais faire l'inverse, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et je vais faire complètement l'inverse, je vais aller à fond dans la discipline, je vais arrêter les conneries et je vais être un moine. Qui va faire ça? Option B. Ok. Ok. Très bien. D'accord, un peu plus, c'est bien. Ok. Et option C,
J'habite en France, faut pas déconner non plus, j'ai le droit de boire un coup de pinard de temps en temps, on va faire tout en modération, on va te modérer. Option C, la modération. Ok. Ok, la modération. Bon, alors, très bien. Alors moi, ma réaction, c'était l'option B. Donc moi, je suis parti en mode, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de prendre des drogues, j'ai arrêté de me battre, etc. J'ai arrêté les conneries. Et donc depuis que j'ai 17 ans, j'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai pas touché un café, j'ai rien fait en fait qui change mon humeur. Je bois un peu de thé. C'est un peu ce que je fais de plus extrême. C'est vrai. C'est vrai. Parce que j'étais tellement dégoûté par ce prof qui m'avait humilié, je me suis dit, en fait, ça a déclenché un truc. Je me suis dit, ok, ce que les gens attendent de... Donc voilà, j'ai arrêté tout ça. Et donc ce que les gens projettent sur vous, c'est pas ce que vous êtes. Et même ce que vous projetez sur vous n'est pas ce que vous êtes. Mais par contre, ce que vous faites, c'est ça qui vous définit en fait. Et qu'à un moment, vous pouvez faire vos choix. Et moi, à l'époque, mes amis, c'était surtout à cause du quartier dans le 11e, mes amis, c'était surtout des musulmans, des juifs. Et à l'école, c'était surtout des catholiques. Enfin, j'étais aussi dans un écart culturel. Et donc, je voyais tous mes amis musulmans qui ne buvaient pas d'alcool, etc. Et donc, je me disais, bon, bah, c'est possible. Et donc, je me suis dit, OK, un moment où je peux faire mes décisions. Et ce que je me suis rendu compte, c'est se faire ses propres promesses et faire ses choix. C'est ce qui me rend le plus fort, en fait. Avoir cette discipline et pouvoir me dire à un moment, OK, je bois plus d'alcool, je prends plus de drogue, etc. C'est toujours gênant. À chaque fois que je vais dans une fête, tout le monde me propose de l'alcool, il y a un joint qui tourne, OK, je suis le mec pas cool. Mais le truc, c'est pouvoir faire ce choix, c'est vraiment une manière d'exister en tant que personne. Et mes parents, ils m'ont dit, et d'ailleurs quand j'étais ado, ils m'ont dit, mais l'alcool, c'est pas un problème, la drogue, c'est pas le problème. Le problème, c'est aussi le réseau social dans lequel ça vous engage et l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas un problème de boire ou l'alcool, physiologiquement, on peut encaisser, quoi. Mais c'est le contexte social dans lequel ça vous met, en fait. C'est-à-dire que ça va vous mettre avec des gens qui se disent que c'est OK d'être sous ou que c'est OK de conduire en étant un peu sous drogue, etc. Et donc, c'est pas la drogue qui est dangereuse, c'est tout le contexte intellectuel et émotionnel autour de ça. Bon, je vais pas trop continuer là-dessus. Alors, la slide suivante, voilà. Alors, donc j'arrive, je prends mes décisions, j'arrête les conneries, et c'est le bac qui arrive. Alors, quand le bac arrive, mes profs ils me disent, ouais, bon, t'auras jamais ton bac. Enfin, pas tous les profs, mais il y en a une bonne partie de mes profs qui me disent, t'as rien fait cette année, t'as que des mauvaises notes, etc. Laisse tomber, le bac, c'est pas la peine de l'avoir. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont dans cette même... Vous allez passer le bac cette année? Vous êtes en quel... C'est le bac cette année? Ok. Et donc, est-ce qu'il y en a... Combien parmi vous pensent qu'ils vont avoir le bac? Combien parmi vous pensent qu'ils n'auront pas le bac? Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui vient de vous ou c'est quelque chose que les profs ils vous disent genre laisse tomber, t'auras jamais le bac? Ça vient de vous-même, ok. Est-ce que je pourrais avoir la slide, s'il vous plaît? Alors, donc, la première, c'est, est-ce que... on vous dit que vous n'avez pas le bac, vous dites, ok, j'aurai pas le bac, c'est la vie. 2, vous dites, j'aurai mon bac, je l'aurai passablement. Ou 3, C, j'aurai la mention très bien. Alors, A, je laisse tomber. Bon, c'est bien, vous êtes débattant. B, vous l'aurez. Ok. Ah, ça fait plaisir. D'accord. Et c'est mention très bien. Ok. Donc, bon, bah, moi c'était C. Je prends un peu toujours la position extrême. Donc, je suis passé de pas avoir la moyenne dans plein de sujets à avoir des notes absolues dans les matières principales. Donc, sur les coefficients d'art, j'ai eu une moyenne de 20 sur 20. Donc j'ai eu les notes absolues dans la discipline.
les meilleures notes de l'histoire de la section art appliqué, alors que la moitié de mes profs me disaient que j'allais pas avoir le bac. Et la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est parce que, diapo, s'il vous plaît. Ah oui, donc j'étais à l'école Boulle, donc c'est une école d'artisanat. Et ouais, donc c'était, j'aime mon travail, pardon. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était que plus les profs ils me décourageaient, et plus en fait ils me faisaient détester. La raison pour laquelle j'étais venu dans cette école, que j'adorais les arts plastiques, les designs, j'adore ça. Et plus je les écoutais, et plus je détestais ce que je faisais. Et je me suis dit, j'arrête de les écouter et je vais juste kiffer. Je vais juste complètement oublier tous les commentaires qu'ils me font parce que ça m'aide pas un moment. Et je dois laisser tomber l'avis des experts et juste me rappeler la raison pour laquelle je suis venu à l'école, qui est apprendre. Et s'ils ne croient pas en moi, il faut au moins que moi-même je croie en moi. Et voilà. Alors, donc, mention très bien, surprise, tous les profs sont venus me voir. Ah ouais, c'est notre élève, il a été super cette année. Donc, j'étais dégoûté que les profs ils viennent récupérer le succès après. C'est du crowdsourcing, limite. Ouais. Et donc, quand on a le mention très bien, on a le choix d'aller dans des grandes écoles sans classe préparatoire, dans de nombreuses écoles, donc polytechniques ou choses comme ça. Et comme j'avais des bonnes notes dans plein de matières, je venais de la section art appliqué, mais je pouvais aller faire des mathématiques ou de l'ingénierie ou des sciences. Et donc tout le monde m'a dit, César, c'est la chance de ta vie, tu vas pouvoir sortir des arts et aller dans les sciences, et tu vas pouvoir devenir quelqu'un de bien et d'honnête. Et donc je me suis dit, mais non, je veux continuer les designs, je veux continuer les arts, et je pense que c'est des matières nobles. Donc j'avais le choix. Donc si vous avez une réussite et que vous avez une option d'aller dans la voie dans laquelle vous étiez déjà, qui reste dans la même voie? Ok. Si quelqu'un, vous vous rendez compte qu'on vous offre une autre voie qui est différente mais qui est plus valorisée par la société, mais c'est peut-être un peu moins ce que vous voulez faire, mais ça vous offre peut-être un avenir où vous aurez plus de reconnaissance sociale. Ouais. Et la troisième, j'ai oublié. Alors, c'est quoi? La troisième, c'est vous partez dans l'inconnu. C'est-à-dire que vous partez dans une autre matière qui est ni ce que vous vouliez faire, ni ce qu'on vous propose, mais autre chose. Ok? D'accord. Eh ben, moi, j'ai décidé de faire la troisième. C'est-à-dire que je savais pas vraiment... Je voulais faire de l'art, mais je savais qu'il y avait le potentiel de faire des sciences, potentiel. Et donc, je suis parti vers X. Et donc, j'ai fait mon diplôme de fin d'études du Royal College of Art en Angleterre avec un projet qui s'appelle la Station internationale océanique. Donc, là, vous savez, il y a une station internationale de l'espace. Et donc, j'ai proposé un projet qui est un mélange de la station spatiale et du bateau de Cousteau, quoi, si vous voulez. Et si vous pouvez jouer la vidéo, ce serait super cool. Parce que normalement, je dois faire le doublage de la vidéo. Ah oui, mais il n'y a pas d'image. Bon, est-ce que vous avez l'image, s'il vous plaît? Alors, voilà. Donc l'idée, c'est comment on peut créer un endroit où il y a de l'abondance en mer et où on peut avoir des gens de toutes les éducations différentes, que ce soit des navigateurs, des ingénieurs, des scientifiques, et créer une sorte de ferme flottante qui serait un laboratoire flottant avec plein de systèmes différents. Donc, par exemple, ce que j'appelle l'architecture instinctive, donc c'est avoir une architecture qui puisse grandir un peu comme un organisme vivant. Donc ça, c'est des bactéries. Et l'idée, c'est, par exemple, s'il fait beau, l'architecture peut, par exemple, grandir et s'étendre pour grossir et avoir des plus grands filets et une plus grande ferme. Mais si le temps est mauvais, que la structure se contracte sur elle-même, et en fait puisse se protéger des intempéries en étant plus ramassée. Donc ça, voilà, c'est juste un concept, hein, l'idée. Et l'autre idée aussi, c'est si on a du vent, on peut lever des cerfs-volants et être tiré pour se diriger, se déplacer. L'autre proposition, c'est un peu comme un film de science-fiction, si vous voulez, c'était inventer un nouveau concept.
Donc l'idée, c'est au lieu d'avoir un grand bateau, c'est d'avoir une structure qui soit fragmentée et qui soit plus propice à la vie. Et qui ait certains modules qui soient externalisés, qui soient comme un peu des organes de production d'eau propre. Et donc l'idée, c'est au lieu d'avoir un bateau qui cherche à pousser la vie et qui pollue, mais d'avoir quelque chose qui au contraire attire la vie, une ferme flottante, et donc voilà, qui soit une sorte d'oasis marin, avec un petit cœur. ça marche toujours mieux. Et le Swarm Operating System, l'idée c'est... Alors le Swarm, ça veut dire un essaim, comme un essaim d'abeilles. Et donc l'idée c'est les bateaux aujourd'hui, ils ont un système d'opération qui est très complexe, donc on a plein d'instruments à bord. Mais l'idée c'est, si on avait plein de plateformes flottantes comme ça, est-ce qu'on pourrait les distribuer sur la surface de la Terre et se renseigner, un peu comme en crowdsourcing, sur les différentes difficultés ou différentes ressources. Voilà, il y a une tempête qui arrive ici. Par exemple, il y a plus de poissons par là. Et est-ce qu'on peut utiliser on a programmé ces moteurs de recherche. Et là, par exemple, tout ce qu'il y a, c'est les concerts de reggae et de rock. Donc, si vous aimez le rock, vous mettez votre moteur de recherche et tous les éléments sont attirés par le rock. Donc, on pouvait utiliser des indicateurs différents de manière dynamique. Ça, c'est un autre concept qui s'appelle Energy Animal. C'est une unité en fait, qui fabriquerait de l'énergie à partir de vent, de solaire et de vagues. Donc c'est aussi juste un concept. Et le dernier concept, c'était ce que j'appelle Live Cable. Donc c'est un câble dans lequel il y aurait tout ce qui est nécessaire à la vie en mer. Donc ce serait de l'électricité bien sûr, mais aussi de l'air, de l'eau propre et de l'eau sale. L'idée c'est si on peut développer un standard qu'on peut utiliser en mer, on pourrait fabriquer des structures ouvertes ou améliorer la manière dont on le fait aussi dans l'espace, parce que ce sont des technologies qui sont très proches finalement. Donc voilà, donc ça c'était un projet très futuriste et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a fait appel, enfin j'ai travaillé à l'époque aussi pas mal au CEPS, le Centre d'études et de pratique de la survie à Lorient, donc c'est l'ancienne base de sous-marins de K3, pas de P3 ou K3 je sais plus. Et donc on a eu un entraînement même que les gens ont sur les plateformes pétrolières. Et on a passé plusieurs semaines à travailler avec des ingénieurs militaires pour développer des designs de structures. Je ne vais pas aller plus profond dans ce projet, mais on a réalisé une maquette de 7 tonnes, de 10 mètres de large. On a fait plein de tests pendant un an pour développer ce genre de projet. Et on a gagné le prix Ars Electronica, qui est le Golden Nika. C'est la distinction la plus haute pour les projets entre art et science, en 2009. Alors, prochaine slide. Prochaine slide. Alors, ok. Et donc, voilà, la leçon... Oh, pardon. La leçon, c'est que si on... Alors, voilà, donc il y a des questions et il y a des petites leçons. Alors, la petite leçon, c'est que les catégories, en fait, elles sont là pour être dépassées. C'est-à-dire que quand on vous dit, est-ce que tu vas être un artiste ou un scientifique, finalement, on vous donne juste des barrières à sauter. C'est-à-dire que la plupart, il y a beaucoup d'inventions qui ont lieu entre les disciplines. C'est-à-dire que si vous êtes un biologiste aujourd'hui, si vous allez travailler en pointe, il y a certainement beaucoup de choses que vous allez faire en mathématiques, ou en programmation, ou en mécatronique, parce que voilà, donc en fait, c'est souvent entre les disciplines qu'on va faire les innovations. Donc c'est hyper important que vous ne soyez pas dans l'état d'esprit de je vais faire un truc et je vais être le meilleur dans ma spécialité, mais que vous ayez une certaine flexibilité parce que c'est de plus en plus la réalité du travail d'aujourd'hui, enfin à ma connaissance dans le monde de la recherche en tout cas. Et donc l'interdisciplinarité, c'est une condition sine qua non à mon avis aujourd'hui pour aller loin. Alors, donc j'arrive, je fais ce projet de diplôme et puis donc voilà, je me retrouve, vous imaginez, donc j'ai un beau discours, oui. L'art et la science, on peut faire tout, ok, mais finalement, je ne suis pas un vrai scientifique ni un vrai artiste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que maintenant, je suis dans le monde du travail, j'ai mon diplôme, je vais devenir un artiste ou je vais devenir un scientifique? Alors, donc, comment je vais gérer ma vie? Je vais gérer au jour le jour, et par exemple, si on me propose une exposition, je prends l'exposition, ou si on me propose une mission scientifique, je prends la mission scientifique. Alors, qui vivra au jour le jour et prend les opportunités? D'accord? Ok. Alors, qui va préparer un plan? Donc, vous avez un master plan. Vous allez dire, ouais, moi, les 5 prochaines années, je vais être ingénieur. Après, je vais être montgolfier. Après, je vais devenir pâtissier.
qui a une sorte de plan de vie et qui se dit, voilà, je sais ce que je veux faire à tel moment, tel moment. Ok. Et il y a des gens qui lèvent 2 fois la main, là. Non, c'est pas grave. Hein. Et le troisième, j'ai oublié ce que c'est. Le troisième, c'est je dessine un arbre de vie. Donc vous dessinez différents scénarios. J'ai plus ou moins une idée de ce que je veux faire, mais je vais faire plusieurs scénarios. Voilà, et vous allez ajuster. Donc c'est un peu entre les deux. Alors, réponse pour moi. Slide, s'il vous plaît. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une technique que j'ai appelée en anglais Draw Your Life on One Page. Et donc, en fait, vous prenez une feuille de papier. Alors, c'est une vidéo, si vous voulez bien jouer la vidéo. Donc, en fait, vous prenez une feuille de papier. Ah, non, ça, c'est la vidéo suivante. Alors, peut-être si vous revenez sur la slide précédente, ce serait cool. Non, alors je vais venir ici. Alors ne touchez pas, ou si vous pouvez cliquer sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la vidéo? Ou peut-être que c'est moi qui ai rappelé une fois. Non. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc, vous avez une feuille de papier, mais je pourrais... Il y a une craie ici, sinon je peux le dessiner. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Vous avez une feuille de papier. Vous tracez une ligne au milieu, qui est la ligne de maintenant. Sur l'axe horizontal, vous marquez... sur l'axe vertical, vous marquez le temps. Vous êtes né en haut de la page, vous mourrez en bas de la page. Vous avez votre feuille, vous avez toute votre vie sur une feuille. En haut, vous avez les lieux où vous avez habité. Par exemple, je suis né moi à Bayonne, j'ai grandi à Saint-Malo, en banlieue parisienne, un peu au Japon, voilà. Et ensuite, après, vous marquez vos passions. Voilà, je suis passionné de photo, d'équitation, de danse, de djembé. Et puis après, vous marquez vos études et les gens que vous avez rencontrés. Les gens que vous avez rencontrés, c'est hyper important, les gens qui ont une influence sur vous. Et comme ça, vous commencez à remplir les bulles. Voilà, je suis né ici, j'ai fait tel travail, je suis allé à tel endroit, j'ai rencontré telle personne qui m'a influencé. Et puis vous commencez à regarder donc les bulles comme ça, et vous pouvez voir quelles bulles en fait sont vraiment importantes pour vous. Est-ce que la photographie, c'est quelque chose que je veux garder? Je préfère l'équitation. Bon, ok, je vais mélanger l'équitation. Mais j'aime bien la programmation. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire entre équitation et programmation? Est-ce que je peux trouver un job où je peux combiner les deux trucs qui me passionnent? Et en fait, voilà, en faisant une feuille comme ça, vous arrivez au présent et vous pouvez tracer une ligne et vous dites, cette ligne-là, je garde que les choses que je veux garder. Donc si c'est l'équitation et la programmation, je deviens programmateur équestre. Un cow-boy hacker. Cow-boy digital. Et puis comme ça, c'est une méthode toute simple en fait pour faire un peu le ménage dans sa propre vie et rassembler les choses qui vous passionnent dans un projet de vie, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et donc j'ai fait ça quand j'avais 23 ans. Et donc j'ai dessiné les 3 projets que je veux faire dans le reste de ma vie. Et pour l'instant, je me tiens à ma feuille de route. Et il y avait une bulle avec écrit « Je suis millionnaire » et tout, mais ça n'a pas encore marché. Mais voilà, 3 enfants, je sais pas quoi. Mais bon, tout ça, en fait, l'idée, c'est plus vous avez un plan qui est défini, et aussi plus ça peut vous donner de la liberté. C'est-à-dire que quand j'écris mon plan sur une feuille de papier, ça ne veut pas dire dur comme fer, si j'ai une super proposition, je ne vais pas le faire. Non, au contraire. C'est-à-dire que je sais ce que je veux faire, je sais ce qui m'intéresse, et si j'ai de nouvelles opportunités, je peux m'ajuster parce que je ne perds pas de vue mon objectif à long terme. Donc ça, c'est ma technique personnellement pour pouvoir canaliser ma créativité dans la direction de mes intérêts ou de créer des relations avec des organisations qui m'intéressent parce qu'on va vers les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, parce qu'on a les mêmes valeurs principalement. Donc voilà, c'est une technique super simple, c'est gratuit. J'ai écrit quelques petits tutoriaux sur mon site si vous voulez. Alors, est-ce que... Ah voilà, et donc l'idée c'est ça. C'est que je pense que c'est encore plus vrai en France que là où je suis actuellement. C'est qu'en France, ou même en général, la société cherche à identifier un individu par ce qu'il est. Mais la vérité d'une jeune personne, c'est qu'une personne jeune, c'est qu'elle est tout le temps en construction. Et donc ce qui vous définit en tant qu'être, c'est ce que vous faites en réalité. Et que si vous vous retirez de ce que vous pensez être et que vous vous mettez dans le faire, vous n'êtes plus attaché à « ah, j'ai honte, j'ai pas mon diplôme, donc je peux pas être
je ne peux pas pratiquer cette discipline ou j'ai pas d'argent. En fait, si vous retirez le « je suis pauvre, donc je ne peux pas faire ça » ou « je ne suis pas diplômé, donc je ne peux pas faire ça », mais si vous êtes dans le « je veux faire ça », si vous remplacez le « être » par le « faire », ça peut vraiment vous donner des ailes ou juste vous désinhiber. Donc voilà, moi c'était retirer l'alcool pour la désinhibition, mais être dans cet état d'esprit d'être et de faire. Alors, ça c'est le côté voilà, dramatique. Le chapitre dramatique de ma vie. Donc j'étais très, très amoureux d'une femme après mon diplôme. Voilà, j'ai travaillé, j'ai rencontré une femme que j'aimais beaucoup. Et nous sommes fiancés. Le lendemain de nos fiançailles, j'ai découvert qu'elle m'avait trompé depuis notre jour de notre rencontre. Et j'ai découvert à ce moment-là précisément que je souffre d'épilepsie. Et donc j'ai fait une crise d'épilepsie aiguë. Et donc j'ai eu des dommages cérébraux. Donc j'ai eu un gros accident. J'ai perdu pas mal de diction, beaucoup d'équilibre, un peu de vision, un peu d'ouïe. Donc c'était une crise assez importante. Et dans ce moment de détresse, donc je suis allongé, donc je suis en fin de crise d'épilepsie, allongé dans ma cuisine, dans notre cuisine à Londres, et je suis en train à moitié d'avaler ma langue, et donc je suis dans mon urine, dans mon vomi, par terre. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir la force de me relever pour attraper le couteau dans la cuisine, soit me tuer moi-même, parce que je me dis, j'ai raté ma vie, j'étais prêt à donner ma vie pour cette femme qui n'avait aucun intérêt finalement à être avec moi, ou est-ce qu'au contraire je vais la tuer elle, parce qu'elle est méchante et qu'elle ne mérite pas, ou est-ce que je dois accepter la réalité de ce qui s'est passé et avancer. Alors, qui se tuerait soi-même dans un moment de crise? Personne, très bien. Ne vous tuez pas vous-même, en tout cas pas à cause de moi. Et la deuxième, qui tuerait la femme? Non, c'est pas vrai. Ah, quelle horreur. Bon. Je vous déconseille fortement l'adultère n'est pas un crime en France. Restez en France. Bref. Donc, bon, j'ai pas eu la force de me relever dans ce moment de détresse, heureusement. Donc, j'ai pas pu saisir le couteau. J'ai dû attendre les secours. Elle est partie. Je suis parti. Donc, c'était une tragédie dans ma vie. Mais comme vous voyez, I'm back. Pourrais-je avoir les diapos, s'il vous plaît? Voilà. Donc j'ai passé quelques années à penser une chose d'une personne et à être prêt à donner ma vie pour une personne. Mais c'était pas une erreur. C'était important de savoir que je peux me donner, mais que même si je me donne, il y a toujours quelque chose après. Et voilà. Donc vous allez avoir des déceptions amoureuses, vous allez avoir des déceptions professionnelles, vous allez avoir des déceptions encore pires envers vous-même, mais il faut se relever et puis ça va aller. Non mais c'est vrai, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Et que la loyauté est beaucoup plus forte que la vengeance. C'est-à-dire que si j'avais fait quelque chose, si j'avais levé la main contre elle, eh bien, ou contre moi, j'aurais perdu ma loyauté envers moi-même. C'est-à-dire que je ne me serais pas donné la chance de grandir. Je ne me serais pas donné la chance d'apprendre. Et c'est aussi vrai pour les expériences scientifiques que pour les expériences personnelles. Si vous allez vers une réaction plutôt qu'un apprentissage, parfois, eh bien, vous perdez le bénéfice de l'expérience. Donc c'est hyper important d'un point de vue personnel comme d'un point de vue scientifique. Et voilà, que la vengeance, c'est pas classe et qu'au résultat, vous perdez beaucoup de votre dignité. Et donc que vous êtes mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Alors, donc,
si j'étais dans cette zone, après à passer plusieurs jours à l'hôpital, à pas savoir où je suis, etc., si je sais que ma vie est si fragile, j'avais déjà fait le dessin de ma vie sur une feuille de papier, mais je dois le faire de manière plus active. Je ne peux pas seulement le mettre sur le papier. Il faut que je le mette en action. Donc, comment je fais des actions qui vont me construire? Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse des choses qui vont être sur le long terme. Réagir, c'est du court terme. La dignité, la loyauté, c'est bien, mais c'est du moyen terme. Mais comment je vais me projeter, moi, en tant que personne? Et j'ai 31 ans aujourd'hui. Je vais encore vivre, j'espère, une cinquantaine d'années. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui vont faire que quand j'aurai 80 ans, je serai vraiment un good guy? Et donc, protéger la vie, ça paraît idiot, mais c'était la première intuition. Et donc, les premières choses que j'ai fait en sortant de l'hôpital, c'était d'aider d'autres personnes. J'avais perdu beaucoup la confiance en moi, d'être mon propre patron, etc., parce que je me suis dit, bon, j'ai raté ma relation, etc. Donc je me suis dit, je vais aller vers les gens qui, à mon avis, pour moi, ont l'image de la réussite. Donc je suis allé vers des projets qui m'ont séduit. Et donc je suis allé travailler. J'ai une proposition pour bosser comme assistant de laboratoire dans un laboratoire de mécanique des fluides à l'université de Southampton. Et donc ce qu'on faisait avec Professor Chaplin, c'est on a des piscines à vagues géantes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme l'énergie des vagues en énergie électrique. Et on fait ça avec un système qui s'appelle le système Anaconda. Donc, donc ça m'a un peu aussi séduit. J'avais l'impression de faire partie d'une équipe, une mission top secrète. Parce que ça s'appelait Projet Anaconda. C'était à moitié confidentiel et tout. Donc je me suis dit, c'est super cool. Et donc c'était censé devenir mieux que le système Pelamis. C'est un système en fait où le mouvement des vagues compresse des vannes hydrauliques, on fait tourner des turbines. Là, c'est la déformation de la vague en fait qui va continuer à faire grossir un tuyau. En fait, c'est une sorte de préservatif de 200 mètres, hein, pour faire simple, sans vouloir se vanter. Donc c'est un grand chose comme ça qui va grandir. Et au bout, il y a 2 réservoirs qui sont un peu comme des grosses testicules. Donc en fait, qui accumulent un peu comme le cœur la pression surpression de la vague en fait va être accumulée dans un contenant élastique et va passer d'un deuxième versant, un peu comme dans le cœur si vous voulez. Et c'est entre ces deux contenants, dans ces 2 versants, qu'on va faire tourner une turbine en continu grâce à l'élasticité de la machine. Donc c'est une machine qui est très intéressante et qui, on espère, énergétiquement, va permettre d'extraire plus d'énergie des vagues. Le deuxième travail que j'ai fait après, c'est que je suis allé aider à un projet d'un ami qui était la construction du plus grand incubateur de technologie mobile en Afrique de l'Est. Donc j'avais un ami qui travaillait à Nairobi et qui avait une idée d'espace où on aiderait les Kenyans, les jeunes Kenyans, à développer des applications mobiles pour développer l'économie du Kenya. Et hier, je discutais avec un de mes amis qui est en train de faire une proposition pour le gouvernement kenyan pour transformer tous les livres d'éducation des jeunes Kenyans et les transformer sur des tablettes, enfin on les transfère sur des cartes SD, où on peut les passer par Internet, par le 3G, pour donner accès à tous les enfants au Kenya, donc avoir accès à l'éducation. Et donc c'est dans cet espace qui s'appelle le iHub que ce genre de projets sont conçus. Donc c'est un espace qui est sponsorisé par Google. Donc ce que je faisais, c'était que le matin, je me levais à 6h du matin et j'étais chef de chantier. Donc par ma famille, j'ai fait beaucoup de construction. Donc le matin, je faisais la coordination des maçons, des électriciens, enfin de tous les gens de la construction. Et l'après-midi, je travaillais à la conception d'un logiciel qui s'appelle Ushahidi. Donc Ushahidi, c'est le logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sert à récupérer les informations de crowdsourcing. Et pendant que j'étais à travailler sur ce chantier, donc ça c'est un tweet qui était il y a un jour, il y a 24 heures exactement. Et vous voyez, c'est une photo de l'espace aujourd'hui. Donc maintenant, c'est un des endroits les plus créatifs en Afrique, où il y a le plus de nouvelles entreprises qui sont montées. Donc je suis super fier d'avoir participé à la construction de cet espace. Et donc ça, c'est le site. Et donc vous voyez, dans cet espace qui existe depuis 2010, donc, dans lequel j'ai fait la construction,
On a organisé plus de 600 événements. Il y a des milliers de gens qui sont inscrits sur le forum, qui apprennent à programmer sur le site. Il y a des centaines de gens qui ont trouvé du travail dans l'Afrique de l'Ouest, donc de l'Est, pardon. Donc c'est une grande réussite. Et le site, pendant que j'étais dans la construction, il y a eu ce terrible événement. C'est l'explosion de la plateforme pétrolière BP, Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique. Et cette marée noire était terrible. Elle s'est déversée sur c'est 4 millions de barils. Donc, un baril, c'est plus de 100 litres. Et donc toute la côte sud des États-Unis, pratiquement, jusqu'à la Floride, du Texas à la Floride, ont été barbouillés de pétrole. C'était une tragédie. Et le logiciel, donc je vous disais tout à l'heure, on a retrouvé un oiseau qui était barbouillé de pétrole. Tout ce que vous voyez ici, les points rouges, c'est des centaines de rapports qui ont été soumis par des gens avec leur téléphone portable. Ils se promènent sur la côte et disent « Ah, ici je veux du pétrole » ou « Ah, ça sent le pétrole » ou « J'ai mal à la tête ». Donc plein d'indicateurs que le gouvernement ne prenait pas en compte. Et donc, je me suis retrouvé à devoir analyser des centaines de rapports qui venaient du terrain et en même temps avoir une expérience à fabriquer des machines maritimes et avec un intérêt très fort pour l'ingénierie maritime. Et donc, comme j'étais allé faire des conférences au MIT, j'avais donné à l'époque, à cause du projet de la Station internationale océanique qui intéresse le MIT de très près, et ben, je me suis retrouvé à faire partie d'une équipe de recherche au MIT, donc, qui était pour moi un lieu de rêve. Parce que depuis que j'étais petit, depuis que j'avais 11 ans, j'apprenais l'anglais. Dans la bibliothèque du quartier à 11e, au métro Parmentier, à la bibliothèque Parmentier à Paris, il y a quelques ouvrages scientifiques, notamment de MIT Press. Et quand j'ai appris l'anglais, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre l'anglais avec des livres qui m'intéressent. Et donc, je suis allé prendre les bouquins qui m'intéressaient en anglais. Et je trouvais qu'il y avait presque que des bouquins de sciences en anglais sur ces étagères. Donc, il y avait des bouquins du MIT Press dans le 11e arrondissement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais et à rêver qu'un jour, peut-être, je pourrais travailler au MIT en tant qu'artiste. Parce que je me suis dit, bon, peut-être, je peux apporter quelque chose. Et puis, le MIT, c'est vraiment un lieu de rêve, si vous aimez la technologie. Vous imaginez, ça c'est un labo typique. Là, ils font des instruments électroniques, donc il y a des orgues électroniques, des pianos, des saxophones, c'est le délire total, quoi. Je me suis fait plein d'amis, des robots, et puis il y a aussi, c'était super parce qu'on peut faire du bateau tous les jours au MIT. Enfin, moi, mon laboratoire était en face d'un grand lac, et donc je pouvais aller faire du bateau tous les jours. Donc c'était un peu la situation idéale. Bien payé, une super équipe, génial. Mais le problème, c'est que j'étais en charge d'une équipe et on m'a demandé de nettoyer la marée noire dans le golfe du Mexique, mais on m'a demandé d'utiliser une technologie qui était très chère. C'était des nanotubes super absorbants, une super technologie qui vient du futur. Mais ça coûtait super cher et tout allait être breveté. Ce qui veut dire que c'est seulement le MIT qui pourrait vendre les licences afin que cette technologie soit utilisée quand ils le veulent, quoi, en fait. Et donc, ça veut dire que, par exemple, s'il y a une marée noire dans d'autres endroits, ils n'auraient probablement pas l'argent de le faire, de l'utiliser, de l'acheter. Et l'autre problème aussi, c'était que la technologie était super, une technologie de pointe, mais on mettrait des années à la développer, parce que voilà, c'est une technologie complexe. Donc, alors, j'avais plusieurs choix devant moi. Le premier choix, c'était j'écoute ce que me demande mon directeur, je me tais et je continue à développer une technologie chère, brevetée, et qui prendra du temps à développer, mais je pourrais devenir riche, célèbre, beau. Et enfin, donc c'est l'avenir, sécurité. Ok, donc la section A, sécurité, l'argent, le statut, voilà. Qui prendrait le A, sécurité? Ok. Le deuxième, la B, je pars dans la marée noire et je développe une technologie pas chère, open source, et j'essaie de le faire très vite, sans argent. Ouais. Et
j'en ai marre, le MIT, ils font n'importe quoi, je les déteste, je reviens dans la vie normale, je reviens en France ou je vais en Angleterre, je retourne au laboratoire pour faire de la mécanique des fluides. Je reviens à la vie normale parce que c'est un problème trop difficile. Ok. Ben, j'ai choisi B, et donc j'ai pas fait cette option parce que j'avais l'impression d'être un gangster, dans le sens où j'étais dans un laboratoire où on allait prendre de l'argent pour une technologie qu'on n'aurait pas vraiment pu développer à temps pour aider dans la marée noire. Et donc, au lieu de faire ça, j'ai préféré partir de mon job de rêve, et donc c'était très difficile, mais donc je me suis dit que la seule raison pour laquelle je partirais, c'est parce que je veux vraiment résoudre le problème plus que je suis accroché au statut. Donc j'ai décidé de partir dans le golfe du Mexique directement et de voir si je pourrais faire quelque chose pour nettoyer la marée noire. Donc quand vous avez moi c'est un conseil personnellement, si vous avez différentes options devant vous, choisissez pas le gain, mais vraiment, à mon avis, pour être en paix avec vous-même et pour contribuer de manière positive à la société, ce qui vous semble être le plus honnête. C'est bête comme conseil, mais vraiment, je pense que c'est fondamental si on veut que le monde soit un peu meilleur. Et donc, j'ai commencé à développer le projet Protein. Donc, ça va être un petit peu plus technique maintenant. Alors, donc, la marée noire a explosé. C'est terrible, il y en a partout, même sur les oiseaux, si vous avez déjà vu ces images. Alors, voilà. Donc, j'arrive dans le golfe du Mexique et je travaille avec des pêcheurs, parfois des pêcheurs comme vous voyez, comme celui-ci qui est handicapé. Donc, il a perdu ses 2 jambes pendant Katrina. Et la seule chose qui lui reste, c'est nettoyer le pétrole. Donc, il y a des gens qui sont en situation précaire, ils n'ont pas d'argent. Il y a pas mal de gens qui se suicident parce qu'ils perdent leur emploi, leur famille part, ils tombent malades. Donc, c'est une situation quand même très, très tendue. Et la manière dont on nettoie la marée noire est très inefficace. Donc les boudins blancs que vous voyez, ce sont des absorbants de pétrole, donc c'est du plastique recyclé, qui sont hydrophobes, et donc ils vont repousser l'eau, mais sucer ou accumuler les matières grasses, ce qui est gras, le pétrole. Mais comme vous voyez, c'est très difficile de les tenir en ordre. Ils vont s'accumuler avec le vent et les marées, etc., et se mettre en nœud comme ça, donc devenir très inefficace. Donc, dans le MIT, j'étais dans mon laboratoire avec mes petites pipettes, tout était bien propre et tout, mais quand on est sur le terrain, ça pue, ça colle, il y en a partout, et donc on se rend vraiment compte de la réalité du terrain. Et donc ça, c'était le type de bouée que j'ai récupéré et que j'ai réemmené au MIT pour le montrer à mes anciens collaborateurs, pour leur dire voilà la réalité du terrain, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, il y a plusieurs de mes collaborateurs, 3, après, qui ont démissionné suite à ma démission et avec qui j'ai travaillé ensuite sur le projet. Donc ça, c'est la manière qui était un peu plus efficace pour déployer les bouées. Donc, ils utilisent des bateaux crevettiers. Donc, c'est des bateaux qui tirent normalement des filets de pêche à faible profondeur. Et donc, ils vont tirer comme ça, récupérer les crevettes ou le pétrole. La bouée blanche absorbe le pétrole et la bouée orange est une bouée de containment pour retenir le pétrole, pour accumuler. Il y a 700 bateaux qui ont été déployés pendant 3 mois. Il y a plus de 1500 hommes qui ont travaillé au quotidien sur ces bateaux et ils n'ont récupéré que 3% du pétrole de la surface dans le golfe du Mexique. Et il y en a beaucoup qui sont tombés malades. Donc, parce qu'ils tombaient malades, parce qu'ils devaient manipuler. À chaque bouée, ils doivent la remonter à la main, le mettre dans des sacs et ensuite le mettre dans les décharges. Et donc finalement, l'impact environnemental ne s'arrêtait pas. C'était un impact social et santé qui était aussi terrible. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai pas inventé le Proté tout de suite. J'ai commencé par travailler avec une organisation non-profit. Donc, j'ai travaillé comme volontaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait comprendre, parce qu'on n'avait pas la permission d'aller nettoyer le pétrole. Donc on a cherché à aider les gens à savoir où se trouvait le pétrole pour être plus efficace pour la récolte. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des bouteilles de soda qu'on a coupées et on a mis des caméras à l'intérieur. Pourquoi les bouteilles de soda? Et donc on a gonflé des ballons pour faire la fête, où on a fait voler des cerfs-volants en accrochant
la caméra dans la bouteille de soda sous cette chose qui vole. Et donc soit on marchait sur la plage, soit on faisait du bateau. Et donc en faisant voler les ballons, on a pris des milliers et des milliers et des milliers de photos de la côte qui était contaminée. Et donc là, ce que vous voyez, c'est là on est en train de faire la cartographie de l'embouchure d'un fleuve. Et on fait la cartographie avant de réinstaller des récifs de moules, parce que les moules en fait sont connus pour nettoyer l'eau. Donc on fait la cartographie avant, on regarde l'état de la rivière avant qu'on fasse voler les ballons, et on est revenu plusieurs mois après pour voir si les moules avaient bien nettoyé la marée noire. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble ces milliers d'images, on les colle, et on en fait des cartes. Et des cartes. Et des cartes. Et encore des cartes. Et donc, on a vu qu'on vole à basse altitude, on a une résolution qui est 100 fois supérieure à celle des satellites. Un ballon coûte $100 à gonfler. Une caméra coûte $100 à peu près aussi. Et avec ce dispositif, on peut voler des dizaines de fois. Donc, avec un dispositif qui coûte $200, on peut faire des images à la demande qui sont 100 fois supérieures à celles des satellites les plus chers. Ça veut dire qu'en utilisant des technologies simples, mais en se donnant un peu de mal, en travaillant un peu, on peut vraiment contribuer non seulement à la science, donc là, en l'occurrence, à créer un récif qui va nettoyer la marée noire de manière naturelle, mais on peut aussi réclamer la justice environnementale. Donc il y a une double responsabilité de chercheurs, mais aussi d'aider la justice à faire son travail. Donc c'est intéressant aussi. Donc quand je vous parlais de l'art qui croise avec les sciences, là c'est quand les sciences aussi vont croiser avec la justice, et dans ce cas la justice environnementale qui va aider les populations ensuite à se reconstruire économiquement, psychologiquement aussi. Donc tout va ensemble, quoi. Donc j'ai continué à réfléchir malgré tout quand je faisais ce travail, comment on pourrait mieux nettoyer la marée noire. Et donc je continuais à étudier les cartes parce que je devais prévoir quand j'allais faire de la cartographie où allait se déposer le pétrole sur les côtes. Donc je regardais les bulletins météo, où va le vent, où vont les marées, où vont les vagues, etc. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que la marée noire est un événement qui est créé par les êtres humains. Voilà, c'est un accident d'origine humaine, mais il est contrôlé par des forces naturelles. Aujourd'hui, on envoie les bateaux comme ça au hasard dans la marée noire. Est-ce qu'on peut déplier l'absorbant, au lieu de le tenir en coude comme ça, le mettre droit, et remonter vers la source de manière un peu plus systématique et stratégique? Ou est-ce qu'on pourrait faire plusieurs passages de cet absorbant pour en récupérer encore plus? Mais c'est très difficile, remonter contre vent et marée, un peu comme l'expression le dit, c'est vraiment difficile. Donc est-ce qu'on peut remonter contre le vent et marée, mais en naviguant, en utilisant cette technologie ancienne, et intercepter le pétrole qui descend? Donc c'était une hypothèse de recherche ou une blague de café. Bref, on a voulu le tester. Et donc on a pris le bateau et on est allé faire des tours dans le lac et on s'est rendu compte que si on tire un objet long et lourd, on perdait deux choses, la capacité de traction et aussi la capacité de direction. Et donc on s'est dit comment on peut faire un bateau qui va être spécialisé à tirer de la charge. Notamment cette charge qui allait multiplier par 20 fois sa propre masse. Parce que quand l'éponge est propre, elle est légère. Quand elle est chargée en hydrocarbures, elle est multipliée par 20 fois son propre poids. Donc on a commencé, enfin j'étais tout seul à ce moment-là, quand j'ai quitté le labo, je me dis ok, bon, je vais essayer de bouger l'organe de direction du bateau. Je vais mettre le gouvernail à l'avant et déplacer la dérive vers l'arrière pour avoir un bras de levier plus grand. Avec un bateau de 1 mètre et un safran de 14 cm, je peux contrôler un boudin de 4 mètres. Donc ok, super, je teste ça, je suis super content, ça marche, ouais. Et je continue à m'amuser avec le bateau. Et donc vous voyez, il est très manœuvrable, il peut éviter un obstacle au dernier moment. Puis je me dis, ok, bon c'est cool, on a un gouvernail à l'avant, est-ce que je pourrais faire comme une voiture, un 4x4, et mettre un gouvernail à l'avant et un gouvernail à l'arrière? Donc augmenter encore mieux la direction. Donc ça c'est en Corée du Sud, retour à New Orleans. Ok, est-ce qu'au lieu d'avoir un gouvernail à l'avant et un gouvernail à l'arrière, est-ce que je pourrais faire que tout le bateau devienne un organe de direction, que tout le bateau devienne une sorte de gouvernail? Et donc j'ai prototypé le premier bateau à coque articulée, que j'ai appelé Proté, comme le nom d'une salamandre un peu bizarre. Et donc c'est un bateau qui change de forme, et donc on peut complètement contrôler en 2D. Et on a d'autres.
Et donc c'est un bateau qui est extrêmement manœuvrable et qui a plein de nouvelles propriétés. Donc si vous voulez à fond explorer les nouvelles propriétés d'une coque articulée ou d'un bateau de type modulaire, que je vais expliquer après, on est en train de faire un workshop en ce moment au-dessus. Et donc c'est ce qu'on est en train de fabriquer. On est en train de fabriquer des véhicules modulaires et déformables. Ce qui est intéressant, c'est qu'une coque déformable va proposer au vent les voiles à 2 angles différents. Donc, ce qui va permettre en fait de remonter au vent de manière plus efficace ou en fait de jamais être face au vent. Et la manière dont on a travaillé, c'est presque une manière d'évolution biologique. C'est-à-dire qu'on fait des prototypes, des fois des prototypes bien, des fois des prototypes pourris, on en fait plein, et il y en a plein qui ratent, mais en fait par une méthode comme ça quasiment de sélection, on arrive à avancer. Après on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut faire cette technologie mais à plus grande échelle? Donc on a fabriqué des protos plus grands. Ça coûtait pas cher, hein, ça coûte $50 ce proto, c'est juste du plastique et du scotch pour tester, voilà, est-ce qu'on peut faire une coque qui se déforme. Et bon, après on a eu un peu plus de budget, on a fait un bateau qui est automatisé, donc ça c'est dans le port de Rotterdam, donc ça fait 3 mètres de long et c'est une torpille à voile. Et voilà, donc on le met à l'eau et puis le bateau fonctionne pas mal. Là, ce que vous voyez, c'est que le bateau il a fait quelques centaines de mètres et puis on a une petite panne moteur. N'empêche, on a prouvé qu'on pouvait fabriquer ce genre de bateau. Ça, c'était ma chambre il y a 1 mois à Hong Kong qui servait de stock pour le bateau. Donc on commence à les fabriquer en petites séries et donc on les vend maintenant sur Internet. Ces bateaux, vous pouvez les acheter. Donc la coque articulée, à mon avis, c'est une invention importante dans l'histoire de l'architecture navale. À mon avis, il y a eu 3 grandes avancées. La première, c'est le bateau où on a inventé la dérive. Donc, ce qui permet au bateau de ne pas dériver et de pouvoir naviguer. La deuxième invention la plus importante, à mon avis, c'est l'invention du catamaran. Donc, catamaran ou trimaran, enfin multicoque. La troisième invention, c'est celle de l'hydrofoil. Quand le bateau va assez vite, on peut lever le bateau hors de l'eau et quasiment planer sur l'eau. Et à mon avis, la coque articulée, c'est cette 4e évolution dans l'architecture navale qui est à mon avis très importante, qui permet donc de mieux contrôler la trajectoire, de réduire le radius, de tourner, d'être plus stable aux manœuvres. Là, je vais pas aller trop dans la technique, mais donc j'ai passé 1 heure ce matin à en parler dans le workshop, dans l'aspect technique, sur comment ce principe de coque peut être appliqué à des petits bateaux ou à des grands bateaux, à différentes vitesses. Et donc, on n'est pas les seuls à développer ce principe. Depuis 2013, la fin 2013, la NASA et Boeing développent des avions à ailes flexibles. Donc, l'idée, c'est, au lieu d'avoir des pièces mécaniques qui sont très lourdes et qui peuvent aussi avoir beaucoup d'erreurs, donc des accidents d'avion, c'est très dramatique, l'idée, c'est d'avoir un avion en fait, qui a entre guillemets, des muscles, donc en fait des fils, des alliages à mémoire de forme. Quand vous passez un certain voltage dans le muscle, en fait, muscle wire, vous allez pouvoir tordre l'aile. Donc vous n'aurez plus toute cette mécanique lourde et qui peut avoir des défauts, mais vous avez une aile qui sera un beau profil, bien continu, sans interruption. Et donc vous avez une réduction du poids structurel de l'aile jusqu'à 25% et une augmentation de la capacité de portance de l'aile. Et donc c'est une recherche sérieuse. Et ils estiment, Boeing, qu'en 2025, vous pourrez monter dans les premiers avions à coque à ailes articulées. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas faire comme Boeing, pas attendre 2025, mais c'est les vendre tout de suite. De sauter les étapes et de le faire tout de suite, en utilisant le crowdsourcing. Un autre aspect, donc ça c'est la modularité. Donc je vous ai parlé de la coque qui a la capacité d'être articulée, donc qui apporte de nouvelles propriétés. Mais ce que ça apporte aussi, c'est comme je vous expliquais, ce bateau a été développé pour faire la traction, si on peut tirer de la charge. Ça change complètement tout ce qu'on pense de l'architecture navale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bateau, il est limité par sa capacité de flotter. Quand on a un bateau qui fait 1 litre, on va pouvoir mettre autant de kilos dessus, jusqu'à ce que le bateau coule. Mais si vous voulez transporter beaucoup de choses, c'est dommage d'être limité par la flottaison du bateau. Alors qu'un bateau qui a une capacité de tirer de la charge fonctionne plus comme un train. Donc, vous n'êtes pas limité par ce que vous pouvez porter, vous êtes limité par ce que vous pouvez tirer. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer un bateau modulaire qui fonctionne comme un train. Et l'architecture qu'on utilise aujourd'hui, donc c'est une architecture qui est de plus en plus modulaire, où chacun des modules est équipé de radiocommande ou de Arduino,
Et les prochains prototypes, les prochains produits qu'on aura vont être équipés de téléphones Android. Donc vous pourrez programmer votre téléphone et dire allez à ces coordonnées GPS et le bateau irait donc comme un drone à ces coordonnées. Et donc pour explorer ces principes de modularité, on fait des tests aussi sur Terre. Parce que faire de la robotique maritime, c'est très coûteux parce qu'il faut que tout soit bien protégé de l'eau, etc. Mais on peut tester ces principes de modularité sur la Terre. Donc ça, c'est une dérivation de cette technologie de base qui s'appelle Protei, que j'ai appelé Wind Train, le train de vent. Et donc là, on est testé sur dans un supermarché en Estonie. Donc c'est une équipe en Estonie qui a réalisé ces tests. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé ce principe de modularité et de faire rouler ce train. Mais ce qui est, à mon avis, extraordinaire avec cette machine, c'est pas tant l'architecture que la consommation énergétique de la machine. Donc c'est une machine qui fait 3,50 m, mais si vous observez de près, je crois qu'il y a un autre plan on va revoir la machine de près, là je crois que je suis en train de courir derrière avec la caméra, c'est qu'il y a un tout petit moteur. Donc la seule chose qu'on contrôle sur ce véhicule de 3,50 m, c'est la direction des roues avant. Donc c'est-à-dire qu'on peut contrôler un véhicule qui est large avec une très petite force, avec très peu d'énergie. Donc pour prouver encore plus fort ce point, on a multiplié par 2 la taille du véhicule. Donc ce véhicule, il fait plus de 6 mètres, il fait près de 6,50 m, et il utilise le même moteur. Le moteur qui est sur ce véhicule, il utilise la même consommation énergétique que votre téléphone quand il sonne et qui vibre. C'est un tout petit moteur qui fait la taille d'un ongle, qui est sur une boîte de vitesse et qui tourne les roues avant. Et il utilise le principe physique que vous connaissez quand vous êtes dans votre voiture et que vous cherchez à garer la voiture. Quand vous faites un créneau, c'est très difficile. Vous allez très doucement, donc c'est beaucoup de friction sur le sol, beaucoup d'efforts. Alors que si vous allez sur l'autoroute, vous n'avez presque pas besoin de toucher le volant. Le moindre pichenette sur le volant, et vous pourriez sortir de route. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut construire des véhicules très grands, très lourds, et transporter énormément de charges et utiliser de moins en moins d'énergie. Plus on irait dans les grandes tailles, et moins on utiliserait d'énergie. Mais il y a encore beaucoup d'erreurs et de choses à régler. Donc là, par exemple, s'il y a trop de vent sur l'arrière du véhicule, le véhicule va s'accordéonner et tourner sur lui-même. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut aller vers des bateaux qui fonctionnent comme des trains. Et donc on commence à le faire. Donc observez la position des voiles. Là, on est en manœuvre. On est en train de jibing, comme on dit, empanner. On est en train d'empanner. Donc regardez la position du génois et la première voile. Et ensuite la troisième voile. Hop, le bateau se redresse tout droit et repart. Donc voilà, ça c'est une manœuvre. Mais vous imaginez si vous avez un bateau qui était encore plus long, cette manœuvre aurait pu continuer encore de manière beaucoup plus fluide, que les wagons arrière continuent à pousser quand les wagons de devant se retrouvent face au vent. Donc voilà, donc ça c'est les tests qu'on a fait à Hong Kong il y a quelques semaines. Donc le principe d'un bateau modulaire, on commence à le réaliser. Et ce qui est encore plus aussi excitant, c'est qu'on va pouvoir faire des bateaux, quand on les casse, on a 2 bateaux. Donc vous imaginez Transformers, on est dans la mer, il y a des bateaux qui se cassent en 2 et ils se multiplient, enfin ce serait tellement fou. Alors, donc on vend ces bateaux en kit. Donc c'est une technologie, comme je vous explique, qui est développée par la NASA et qui devrait sortir en 2025. Vous pouvez l'acheter sur notre site pour $700. Ou vous pouvez l'acheter déjà assemblé à $1250, mais on va aller faire moins cher encore que ça bientôt. Et cette année, notre carnet de commandes, on va fabriquer des bateaux donc de 1 mètre, on doit améliorer les bateaux de 1 mètre, et on a la chance d'avoir un investissement d'un des fondateurs de Skype, donc un des messieurs qui a inventé Skype a décidé d'investir dans notre société, et donc on doit construire cette année un bateau de 4 mètres, coque articulée et autonome, et un autre bateau de 8 mètres pour des passagers. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui veut monter à bord de ce bateau. Donc il y aura, on espère avoir à la fin de l'été, dans la fin de cette année, pardon, un bateau de 8 mètres à peu près, dans lequel on pourra mettre 2 personnes. Donc on cherche des navigateurs casse-cou et qui sont prêts à signer une décharge d'assurance pour monter à bord du bateau et les tester. Et donc l'idée, c'est de tester les limites d'une coque articulée. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de simulations dans le laboratoire, on peut fabriquer plein de protos, mais si on ne passe pas à l'échelle, on ne connaîtra pas les capacités réelles de nos technologies. C'est-à-dire que les êtres humains restent un excellent ordinateur, un excellent capteur et excellent moteur de décision. Donc
c'est encore, un être humain est encore très très bon on va encore travailler longtemps avec des êtres humains avant de les remplacer par des machines quand il s'agit de navigation, pour tester la limite de cette technologie. On ne connaît pas la limite de la taille à laquelle on peut utiliser les coques articulées. Est-ce que ce principe il peut s'appliquer sur un bateau de 50 cm? A priori oui, on l'a testé, ça fonctionne pas mal. Est-ce qu'on peut fabriquer des bateaux de 50 mètres avec la coupe d'Almarca? On ne sait pas. Mais a priori, on n'a pas un bateau qui sera très rapide, mais un bateau qui sera très manœuvrable. Voilà, juste pour vous donner une idée du futur de la technologie. Alors, on est comment au niveau du temps? On est plus beaucoup de temps. D'accord. C'est-à-dire que là, les premiers rangs sont partis parce qu'effectivement, on a des élèves qui viennent de loin. Okay. Donc, je pense si on veut amorcer un dialogue avec la salle, quelques questions, peut-être 1 ou 2 slides et puis passer aux questions. Ok. Bon, je vais super vite alors. Bon, alors la technologie est développée en open source. L'open source, c'est une condition, souvent, pour le crowdsourcing. C'est-à-dire qu'on va dire que la technologie est ouverte afin que tout le monde puisse y participer. Et donc, ça, c'est nos licences, donc, qui sont open source. Et ça permet à n'importe qui d'utiliser, de modifier, de commercialiser la technologie. Donc si vous voulez inventer votre propre société sur ces principes d'open source, vous pouvez. Et donc l'idée, c'est que les problèmes de l'environnement aujourd'hui dans les océans sont tellement importants. Si on veut adresser les problèmes de l'océan, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc c'est pour ça que toutes ces technologies sont open source. Je vais sauter les étapes. Dans ce cas-là, si on doit... Donc tout est documenté sur le wiki, on travaille sur des sites comme Instructables et simplement sur Facebook pour avoir le feedback. Comme on est open source, on peut ouvrir notre process et inviter les gens à participer à la technologie. Et donc ça, c'est les outils qu'on utilise. La plupart sont gratuits, donc on a très peu de frais comme entreprise. Et donc on peut travailler de manière collaborative et transparente. Donc c'est bien. Et aussi, on peut faire du crowdfunding. C'est-à-dire que comme on est transparent, les gens peuvent investir dans la société de manière transparente. C'est-à-dire qu'on dit exactement de quelle manière on va utiliser l'argent. Donc là, on était sur Kickstarter, et en 3 mois, on a récupéré 30 000 $ pour constituer une équipe de 10 ingénieurs qui ont travaillé pendant 3 mois à Rotterdam dans une très grande usine. Et donc le crowdsourcing, ça permet aussi, ou le crowdfunding, ça permet non seulement de générer l'intelligence et l'innovation, mais aussi de financer les projets. Et donc c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on réduit le risque pour nous en tant qu'inventeurs, et on le répartit dans la communauté, et on peut travailler ensemble vers ces objectifs communs. Donc c'est aussi révolutionnaire pour l'aspect de financement et la prise de risque. Donc ça, c'est des gens au Mexique, aux Pays-Bas, ça c'est quelqu'un à New York qui a fabriqué ces prototypes. Donc ça, c'est des robots plutôt serpents qu'elle a fabriqués. Mais je vais sauter encore les étapes si on veut arriver aux points finaux. Donc notre entreprise, finalement, c'est pas vraiment une entreprise classique, c'est plus un réseau. Donc on a des spécialistes à droite à gauche et on travaille vraiment par mission. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un emploi fixe. C'est-à-dire qu'on essaie de développer les technologies le plus rapidement possible, au moindre coût, et on travaille aussi sur les sujets que les gens sont intéressés. Donc c'est plutôt basé sur la curiosité que sur les acquis. Donc on ne demande pas aux gens quel diplôme ils ont, on leur demande qu'est-ce que vous voulez apprendre. Et donc les gens viennent parce qu'ils veulent apprendre et parce qu'ils veulent tester les idées. Alors je vais essayer de... Alors, il y a aussi des hauts et des bas. Quand vous êtes entrepreneur ou inventeur comme moi, il y a des moments où ça casse, ça passe pas à tous les coups. Et en 2012, on a eu un investisseur qui est venu et qui a commencé à nous dire d'embaucher des gens, de prendre des bureaux, et qui s'est retiré. Et donc j'ai dû choisir de soit payer les gens dans mon équipe, soit de me payer moi-même, soit d'arrêter le projet. Et donc... je vais rester assez vite. Donc j'ai décidé de payer les gens avec qui j'étais dans la société. Je ne me suis pas payé moi. Et donc j'ai perdu ma maison. Et donc j'habitais pendant 6 mois. J'étais SDF pendant 6 mois à Londres. J'habitais sur un toit, dans l'hiver londonien. Et j'ai continué à travailler sur le projet. Et depuis ma tente, on a écrit quelques bourses. Et on a gagné 100 000 $, le prix d'une fondation qui s'appelle Savannah Ocean Exchange, qui supporte les projets d'innovation océanographique. Donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Avec cet argent, nous sommes allés à San Francisco, où j'habitais pendant 6 mois, où on a continué à développer le projet en open source. Depuis San Francisco, on était dans une bonne mouvance. On a gagné un autre concours qui s'appelle Unreasonable at Sea. Et avec ce concours, en fait, c'était la possibilité de participer à un incubateur d'entreprise qui se trouve à bord d'un bateau.
Et pendant 4 mois, on était donc une entreprise à bord de ce bateau. Et on a fait le tour du monde. Et donc on a pu tester notre bateau dans tous les océans, sauf l'océan Arctique. Et on était avec d'autres entreprises qui ont comme but de résoudre les grands problèmes de l'humanité, que ce soit les maladies, que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit l'accès à l'éducation, etc. Donc on était avec 10 autres entreprises et les seniors exécutifs de Google ou des grosses boîtes qui nous ont aidés à développer nos business plans donc pour développer ce genre d'entreprise. Ah. Ok. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai décidé de déménager à Hong Kong parce que c'est l'endroit au monde où il y a le plus de fabrication électronique, accès à l'océan, des bonnes conditions de travail, il fait bon, il y a du vent. Et puis les taxes sont très basses, il y a vraiment c'est très très bon pour être entrepreneur là-bas, il y a beaucoup de bonnes conditions. Et puis parce qu'on est près de là où il y a la plus grande partie de la population dans le monde. On est à moins de 5 heures de plus de la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité, ça veut dire aussi beaucoup de problèmes. Ça, c'est la pollution de l'air en Chine, c'est terrible. C'est vivre à Hong Kong ou à Shanghai ou à Pékin, c'est très difficile. Donc ça, c'est une rivière dans les milieux ruraux en Chine, c'est affreux. Et donc l'impact sur les océans est très très grave. Donc ces endroits en Chine où il y a l'impact, il y a aussi la capacité industrielle à remédier ces problèmes. C'est pour la raison pour laquelle je suis là-bas. Et donc mon père est japonais. Et dans la zone Asie aussi, il y a un autre problème que je voudrais vous parler aussi parce que ça peut vous intéresser, comme la Normandie est la première région nucléaire en Europe, il y a eu cet accident terrible de Fukushima. Donc en mars de 2011, il y a un tremblement de terre d'amplitude 9,2 au large de Fukushima. Donc il y a beaucoup de bâtiments qui se sont écroulés au moment du tremblement de terre, mais surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'il y a une grosse masse d'eau en pleine mer qui s'est levée et qui est allée se diriger vers les côtes. Donc c'est un énorme. Donc c'est ce qu'on voit en bateau. On voit un mur d'eau qui arrive. Donc c'est un paquet de mer qui arrive et qui se dirige donc vers les terres. Donc c'est en bateau en fait. J'ai discuté avec des pêcheurs dans le port dans lequel j'ai discuté avec ces pêcheurs. La moitié des bateaux n'ont pas passé la barrière. Il y a 150 bateaux qui ont passé cette barrière d'eau et les autres ont été pris par cette vague. Donc il y a plus de la moitié des pêcheurs dans ce village qui sont morts, dans lequel je suis allé travailler. Donc c'est vraiment la mer qui arrive dans la terre et qui détruit tout. Et je trouvais que sur le passage de ce raz-de-marée, il y a aussi la centrale nucléaire de Fukushima qui a été touchée et donc a explosé. Donc je suis allé en 2012 et je suis allé tout seul pour faire la mesure de radioactivité le long de la côte. Donc j'ai pris un vélo et j'ai roulé de Tokyo jusqu'à Sendai, donc c'est à peu près 700 km pendant une dizaine de jours. Et donc j'ai mesuré la radioactivité dans ça. Donc ça, c'était un centre-ville. Il ne reste plus qu'un seul bâtiment tordu. Et j'ai rencontré donc ces pêcheurs et fait cette cartographie tous les demi-heures de mesures de radioactivité indexées sur ce papier. Mais je voulais savoir comment je pourrais aider vraiment sur place, un peu comme sur la marée Noire. Comment adresser des problèmes. Donc je suis retourné l'année suivante, en 2012, pour mesurer la radioactivité, cette fois-ci avec des équipes de spécialistes, de Safecast. Et donc cette fois-ci, on a développé un capteur de radioactivité sous-marin. On a monté les capteurs sur le bateau, c'est notre capteur spécial, et mesuré la radioactivité sous l'eau. Mais c'est très instable. Je vais aller plus vite ou ouais, je sais pas. C'est comme vous voulez. On pourrait vous écouter pendant longtemps en fait. Ouais. Mais je vais peut-être sauter les étapes. Bref, on est retourné à Fukushima. Je vais vous montrer les images d'il y a quelques mois. Donc ça, c'est la radioactivité telle qu'elle est projetée. La manière dont on se disperse dans l'océan Pacifique. Donc la radioactivité, c'est pas un problème seulement japonais, comme vous voyez, c'est un problème global. Donc les niveaux de radioactivité qui vont arriver sur la côte ouest, par exemple des États-Unis, ne sont pas des niveaux dangereux. Donc il faut être très clair. C'est des traces de radioactivité. Cependant, il est important, d'un point de vue scientifique, de comprendre comment se déplace cette radioactivité et quels sont leurs impacts à long terme sur l'environnement. Mais il y a très peu de mesures qui sont faites et elles ne sont pas faites de manière forcément très transparente. Et donc je suis allé avec une équipe du CNRS. J'ai développé une nouvelle technique pour mesurer la radioactivité au fond des océans. Donc j'ai développé un nouveau machine qui est un sampler qui va rouler au fond de l'eau et récupérer les sédiments de surface. Donc on prend les échantillons, on les envoie au laboratoire et on les mesure. Et on a pu établir cette carte. Donc on a 300 échantillons qui ont été testés au CNRS. Et voilà, donc ça c'est la carte de la côte. Et donc ça c'est des informations extrêmement importantes, encore une fois développées avec très peu de moyens,
des technologies open source pour, pour comprendre les crises environnementales. Je vais essayer d'aller au... je vais sauter ça. Bon, il y a la... C'est comme vous voulez. Juste une toute petite pause. Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent impérativement partir là, dans le quart d'heure qui vient? Ok. Oui. Bah. Dans les 5 minutes, voilà. Donc c'est le faire discrètement et que tu ne sois pas offusqué et que les autres nous fassent signe éventuellement. Voilà. Donc s'il y en a qui doivent partir, le faire maintenant, juste pour qu'on soit au courant, parce que c'est ça, il y a des personnes qui partent loin. Alors par contre, essayez de le faire juste dans le silence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci, au revoir. Effectivement, j'avais pas imaginé que c'était autant. J'ai vu une dizaine de mains se lever, c'est un peu plus. Merci. 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 Alors, s'il vous plaît, vraiment, essayez de le faire en silence, même pour ceux qui restent. Et du coup, César, le faire en ce moment. Moi, je vais essayer quand même d'aller assez vite. Mais donc, il y a un autre problème, peut-être que vous êtes au courant. Il y a beaucoup de plastique dans les océans. Chaque année, on produit 300 millions de tonnes de plastique. Et chacun d'entre nous consomme à peu près son propre poids en plastique. Et on estime qu'à peu près 1% de ce plastique finit dans les océans. Donc on produit du plastique depuis les années 50, ça fait beaucoup de plastique dans les océans. Donc on estime qu'on trouve du plastique dans 80% des océans. Et le plastique est terrible, ça c'est une plage à Hawaï, et donc vous voyez il y a plus de plastique que de sable. Et ça c'est vrai sur beaucoup de profondeur. Le plastique il se casse en très très petits morceaux, qui va être mangé par les poissons, parce qu'ils pensent que c'est du plancton, ou par les oiseaux. Et nous aussi, on va aussi manger donc, ces poissons. Donc l'impact en fait sur notre chaîne alimentaire est direct. Et on connaît aussi très mal les conséquences de cette toxification. La manière dont on mesure le plastique depuis les années 70, 71 exactement, la pollution plastique, c'est qu'on prend des grands bateaux avec des grands filets et on récupère le plastique. On met ces échantillons de plastique dans des pétris, pétri-dish, et avec un microscope, on va séparer les morceaux de plastique. Et on va pouvoir établir une cartographie de la pollution plastique. Mais c'est très long, très coûteux et dangereux, encore une fois. J'ai la chance d'enseigner à des enfants régulièrement de 5 ans à 13 ans. Et donc, je leur ai posé la question, les enfants, comment on va faire pour résoudre ce problème d'identifier, qualifier et quantifier ce plastique. Et donc, on avait récupéré du plastique sur les plages de Hong Kong, qu'on a passé au mixeur, et on a commencé à modifier des webcams pour observer ce plastique à échelle quasi microscopique. Et donc ce qu'on a fabriqué, on a pris des jouets, des enfants, et on a modifié, et on a fabriqué une machine en fait, qui va se déplacer dans l'eau et passer à travers des zones d'eau qui sont contaminées par le plastique. Et donc ce qu'on peut voir dans l'écran de ce petit robot qu'on a fabriqué, on voit les petites particules de plastique qui vont passer à travers notre écran, et on travaille avec une université locale, c'est Chinese University of Hong Kong, qui analysent notre stream vidéo, qui vont dessiner le contour des particules qui flottent, reconnaître le plastique, établir l'opacité des échantillons et faire une estimation approximative de la masse de plastique qui passe dans le capteur. Donc c'est un système qui coûte encore une fois très peu cher, mais ce qui est plus important encore, c'est que c'est des enfants qui ont inventé cette technologie, donc des enfants de 5 ans à 13 ans, et qui vraiment participent au développement de ça. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir les diplômes ou d'être âgé ou d'être expert. Tout le monde peut vraiment participer à ce genre de projet. Ils ont posté sur le site d'Instructables et il y a plein d'autres enfants qui leur posent des questions et donc le projet continue. Il y a HSBC qui voudra nous sponsoriser pour cet événement. Voilà, donc l'idée c'est que toutes ces choses comme nettoyer les océans de la radioactivité, c'est très difficile, le pétrole c'est très difficile, la radioactivité ça paraît impossible. Mais il faut quand même essayer de le faire. Si on n'essaie même pas de le faire, tous ces problèmes, ce dont je vous ai parlé, la marée noire, la radioactivité, c'est des problèmes que nous avons créés, les êtres humains. Et donc si on est un petit peu responsable,
on doit aussi se donner les capacités de résoudre ces problèmes. Je vais sauter les étapes. Donc, ces nouvelles technologies souvent requièrent le côté online, mais aussi le côté offline. Et ici à Caen, vous avez aussi la chance d'avoir en ce moment la construction d'un espace où vous allez avoir la possibilité de créer des choses et de vous retrouver physiquement dans le même espace pour fabriquer des choses. Et à Hong Kong, je suis en train de construire aussi la même chose. C'est le plus grand makerspace, je suis en train de construire, qui fait 650 mètres carrés dans le cœur de Hong Kong. Et donc c'est un espace qui se trouve assez dans le centre. Et donc là, c'était il y a 3 semaines. On a eu le rendez-vous de construction où tous les gens qui sont intéressés pour participer au projet. Et donc on consulte les gens sur Facebook, ils nous donnent des feedbacks sur comment on doit construire le site. Et donc voilà le plan qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Donc on rentrera dans un café, on pourra discuter, dessiner sur les tables, sur les murs. Il y aura un magasin où on pourra acheter des pièces d'électronique, open source, etc. Il y aura des ateliers qui seront ouverts au grand public, où les enfants, tout le monde pourra venir. Et aussi les entreprises peuvent avoir leur propre bureau dans cette structure. Donc il y a aussi, on sera en partenariat avec des universités locales, etc. Donc c'est important de connecter vos cerveaux et aussi vos mains et vos cœurs quand vous venez dans le même espace pour inventer des nouvelles choses. Et donc on mettra l'accent sur le hardware, innovation, mais encore plus donner de la place aux projets pour l'environnement, les impacts sociaux, et encore plus si c'est open source, parce que c'est des projets qui rayonnent. Voilà, et donc la conclusion, c'est que j'espère que je vais donner l'envie de vous jeter non seulement dans les sciences, mais aussi dans les arts, sans avoir peur du statut que vous pensez avoir. Si vous soyez scientifique, ou c'est plutôt artiste, ou autre chose, peu importe en fait. Mais ce qui est important, c'est que vous avez vraiment l'ambition de contribuer et l'envie de partager les informations. Comme j'expliquais avant la conférence, même les erreurs constituent une part importante et même vitale du process de découverte. Et mon message, c'est qu'aujourd'hui, les êtres humains, on a surtout développé des technologies qui servent à contrôler et à détruire, enfin qui détruisent l'environnement. Et que si aujourd'hui, en tant que civilisation et votre génération, si vous pouvez développer des technologies qui vont protéger ou encore mieux aider l'environnement à se développer encore mieux, je pense que ce serait un grand pas de civilisation. Voilà, donc c'est mon invitation, c'est mon appel, c'est développer ensemble des technologies ouvertes pour explorer et protéger l'environnement. Merci beaucoup. Et merci pour votre patience. Excusez-moi d'avoir débordé sur le temps, je suis désolé. Avant, quand César a accepté de venir ici, on était déjà conscient qu'on avait vraiment de la chance. Je pense que suite à cette présentation, voilà, on en est encore plus convaincus. Donc vraiment merci d'être venu ici, d'avoir accepté de parler avec tout le monde. Je pense qu'effectivement il y a sûrement des questions peut-être dans la salle. Je pense que voilà, vous avez pris le temps de rester. La moindre des choses serait quand même que ceux qui ont une question vraiment qui leur tient à cœur de profiter de cette opportunité, qui est là pour la poser. Donc oui, des questions là-bas, je vois tout de suite. Donc, je vais me diriger. Je vais vous laisser le micro. Considérez-vous les autres projets de nettoyage d'océan type Ocean Cleanup comme concurrents aux vôtres ou plutôt comme des collègues unis vers un même but ? Il y a 2 mois, on a signé un contrat ensemble avec le Ocean Cleanup et ça faisait pas mal de temps, au moins 6 mois, qu'ils cherchaient en fait à ce qu'on travaille avec eux. Et donc ils nous demandaient, voilà, vous avez développé un capteur de plastique optique et tout, c'est super, et on voudrait travailler avec vous. Et donc ils nous demandaient beaucoup d'informations. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on leur donnait beaucoup d'infos, mais ils nous en donnaient aucune. Alors je leur dis, ça va, les gars, c'est sympa, mais on veut bien travailler avec vous si vous êtes open source. Parce que nous, ce qu'on fait, ça appartient à la communauté. Et donc j'ai réussi à les convaincre, et il y a 2 mois, ils ont signé un contrat, et toutes les nouvelles technologies de détection de plastique par optique sont avec la même licence que la nôtre, donc c'est Open Hardware par le CERN,
Et les données qu'ils vont créer, ça va être aussi des données publiques. Donc c'était une grande victoire pour nous juridiques de réussir à leur faire signer ce contrat. Donc maintenant, notre petite équipe travaille avec 150 ingénieurs de Ocean Cleanup, leur équipe. Et donc le projet va être en partie hébergé dans ce nouveau lab qu'on est en train de développer à Hong Kong. Donc on travaille avec eux, on est partenaires. Là, dans l'Assemblée, il y en a plein de personnes qui sont convaincues par votre propos. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, dès qu'ils voient le projet, sont tout de suite convaincus, envie d'aider, et d'autres qui disent non, mais ça ne sert à rien? Enfin, quelle est la difficulté finalement pour convaincre par rapport à ce projet? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus par le côté open source, surtout le côté investisseur. C'est-à-dire que pour construire ce projet, comme beaucoup de projets industriels, on a besoin d'avoir des investissements. Et quand on leur dit open hardware ou open source, beaucoup de gens, ça les effraie et se disent comment on va gagner de l'argent. Bon, déjà, en plus, quand je leur dis que mon objectif, c'est pas gagner beaucoup d'argent, en général, les investisseurs, ça les réjouit pas énormément. Parce que, en fait, ce qu'on cherche à vendre, entre guillemets, nous, c'est l'impact environnemental et l'impact social. De transformer ce qu'on normalement on a un retour financier en retour environnemental. Parce que l'idée, c'est qu'à long terme, l'impact environnemental a un retour financier aussi. Mais bon, ça, c'est difficile de voir aussi loin. Et aussi parce que les gens ont peur que quand on va livrer une technologie ouverte, ils ont peur de perdre le contrôle. Mais justement, c'est ce contrôle, c'est cette perte de contrôle qui va permettre à plus de créativité de grandir. Et la licence oblige les gens qui utilisent notre technologie à contribuer en retour vers nous. Donc en fait, libérer la technologie permet en fait entre guillemets, de capturer ou de devenir un nexus, d'avoir un monopole finalement de cette connaissance. Un monopole qui est partagé finalement. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ça. Et donc ça, je crois que c'est la principale difficulté avec le projet. On va prendre encore une ou deux questions dans la salle. Oui, ici au premier rang. Est-ce que vous changeriez quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre vie que vous avez fait? Plein, je ne sais pas par quoi commencer. Waouh. Ouais, je suis pas très bon en maths en fait. Et j'ai pas très bien étudié à l'école les maths, donc j'ai fait beaucoup de choses qui me demandent d'être bon en maths. Et je suis obligé de bachoter et de retourner dans les manuels, etc. Ça, c'est un grand regret. Ouais. J'allais proposer éventuellement une question en fin de l'amphi, mais l'amphi part. Puisque tout le monde part, la discussion pourra continuer peut-être plus en proximité directement avec César Rada. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je tenais vraiment à remercier quand même le rectorat et la région aussi qui participent et qui financent ce genre de rencontres, parce que avoir quelqu'un d'aussi libre de s'exprimer ici sur scène, voilà, on est quand même dans le lieu des filières scientifiques, de quelqu'un qui dit bah non, on ne fait pas forcément les filières scientifiques et que ce soit accepté, que ce soit ici que ça se passe. Eh bien, que ça se passe comme ça. Voilà, on parlait de liberté d'expression en début de séance. Je trouve que c'est aussi un bel exemple de cette liberté d'expression. Je vais monter dans ce cas-là pour laisser la parole. Et puis, j'en profite que je monte du coup pour parler. J'espère que dans toutes les personnes qui étaient ici, dans les exemples qu'a montré César Rada tout à l'heure, il y avait ça c'est dans tel pays, ça dans tel pays, ça dans tel pays. J'espère vraiment que très prochainement, on pourra avoir, ça c'est à Caen, c'est fait dans un lycée, ou c'est fait ici à l'ESIC, ou c'est fait à Cherbourg, parce qu'on avait des élèves de Cherbourg, et demain vous serez à la Cité de la Mer à Cherbourg. Donc j'espère vraiment que oui, on pourra dire ça se fait à Caen, et je suis persuadé qu'en tout cas nous, à Relais de Sciences, les petits kits, on va prochainement, il y a mon directeur dans la salle, on va essayer d'en acheter un ou plusieurs pour développer ça, on verra. Oui, juste vous remercier effectivement de cette prestation. Il est rare qu'un silence comme ça s'installe aussi longtemps avec des jeunes pour écouter un intervenant. Et de ça, vraiment vous remercier. Ça, c'est la première des choses. Peut-être vous présenter. Alors, moi, je suis responsable au Conseil régional des programmes jeunesse citoyenneté. Voilà, donc, avec les collègues, ce dispositif-là a été initié avec le rectorat et Relais de Sciences il y a plusieurs années. Et franchement, on était... vous avez commencé par la rencontre avec Antonio Fischetti. C'est Inews qui a été victime des assassinats. Ouais.
il y a un point commun entre ce que vous avez présenté, ce que des gens comme Tignou c'était, c'est l'envie de donner aux jeunes des désirs. Vous en avez parlé tout à l'heure, et de leur permettre de faire des rencontres avec eux-mêmes. Ce que vous avez fait cet après-midi, c'est inestimable, et je regrette qu'ils aient dû partir comme ça, mais il y a des impératifs scolaires. Oui, bien sûr. Mais vraiment, vous le dire de façon extrêmement sincère. Et j'ai une proposition à vous faire que vous ne pourrez pas saisir parce que vous n'en aurez pas le temps, mais d'avoir un outil vidéo de ce que vous avez fait aujourd'hui qui puisse circuler dans des classes, qui puisse être un matériau pédagogique, parce que vous venez de donner une leçon à la fois de citoyenneté et puis tout simplement d'école, parce que vous avez donné des désirs à plein de gens. Je suis sûr que dans cette salle, il y aura des gens qui, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, feront quelque chose parce qu'ils vous ont entendu cet après-midi. Et pour ça, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de me donner l'opportunité. Et merci à vous de votre temps. Et je suis aussi là pour répondre à vos questions encore plus. Je suis à votre disposition. Alors tout a été capté et filmé, donc tout sera redécoupé, ça pourrait être diffusé. Il y a un site internet, il y a tout un dispositif, donc je suis persuadé qu'on pourra continuer à suivre vos aventures. En tout cas, nous, à Relais de Sciences, on continuera de donner des nouvelles de ce qui se passe, de comment avance le projet, en espérant que effectivement l'énergie que vous avez pu diffuser ici aujourd'hui, elle fasse école et qu'elle s'enrichisse et que ça donne quelque chose. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à nous retrouver sur le site de Relais de Sciences parce qu'il y a énormément d'autres activités. Dans 15 jours, on fabrique des robots. Voilà, des robots humanoïdes, un autre sujet. On parle en ce moment de plein de sujets différents. Et puis pour ceux qui sont sur les parcours culturels scientifiques, on se retrouve tous ici au même lieu le 28 mai parce que certains parmi vous travaillent sur des projets à l'année. Et c'est ici qu'on se retrouvera pour témoigner et raconter tout ce que vous faites à l'année. Au revoir, merci et à bientôt. Merci à vous.